ici demeurent des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Deux co-animateurs aujourd'hui, dont Isabelle Hood et Steve Zuniga. Bonjour à vous deux. Bon matin. Ça va bien? Isabelle, Oui. t'as-tu parlé? Non, On on t'entend t'entend pas. pas. Ben, en attendant, pendant Oui. qu'elle règle son problème technique, Steve, t'as passé une nuit blanche, toi, c'est pas drôle, là? Je sais pas Ça comment va tu fais faire pour être environ, là. c'est ça va faire environ 30 heures que j'ai pas dormi. Je me suis levé hier à 5 heures du matin, puis un petit tour de plaisir à aller faire aux urgences à l'hôpital, donc 12 heures en attente avant de pouvoir passer C'est voir un débile. médecin. Oui, c'est assez complètement drastique, là. débile. Je pense Disons que qu'Isabelle, là, on t'entend. M'entendez-vous? Oui, Oui. on t'entend. Parfait. On t'entend, je vais Ouais. réajuster le volume de mon côté. Mais c'est ça, c'était l'attente assez longue de l'urgence pour être en mesure de pouvoir passer. En Donc, fait, toi, tu m'as je me écrit à 8 raserai h plus. moins quart. 8 h moins Ouais, quart hier soir pour me dire je m'en ouais, vais à l'urgence. Je pensais vraiment pas que tu allais passer la nuit là. moi Parce non que plus. là, c'est 8h30, 9 h moins quart. Tu me dis, ben là, je quitte. Hey, c'est plus que 12, c'est 13 heures. Oui, 13 heures d'attente. oui, Ça n'a pas de maudit bon sens. pour un putain de poil incarné qui s'est infecté et qui est en train de prendre l'ampleur de ma mâchoire, là, quasiment, de tout un côté. Donc là, c'est pas si pire. Advil, Tylenol, faut que j'aille chercher mes antibiotiques. Puis si d'ici 2-3 jours, c'est pas réglé, ben ils vont trancher puis ils vont aller drainer tout ça là, pour nettoyer, là. Mais c'est quelque chose. C'est les mal de tête, c'est un paquet de trucs qui est juste à cause, dans le fond, c'est en train de se transformer en abcès. Fait que c'est pas super agréable, mettons. Mais bref, Non. il y a d'autres trucs plus intéressants que tout cela, comme on dit. Oui, Euh, mais quand même. T'es encore ouais. bon que tu sois là, bien réveillé, bien comme il faut, en plus. Ben, disons qu'avec, tu sais, ces derniers 3 jours ont été assez élevés parce que, tu sais, j'ai fait du temps supplémentaire. Tu sais, j'ai travaillé des 10 heures au lieu de travailler des 8 heures au travail. Puis les 3 derniers jours, ben, je terminais de travailler, puis après ça, j'embarquais sur une autre job qui est le nouveau bébé de Alain Perron et Lynn Dubois, leur web radio Oui. qui est démarré. Donc, depuis hier, 3 heures qui ont commencé à diffuser sur le web. Donc, quelques pépins techniques de début, mais tout s'est réajusté. Donc, moi, en 3 jours, il a fallu que je monte une belle page web pour être capable de présenter la station. Donc, c'est déjà en fonction, mais bon, il y a encore du travail à faire sur la page, mais l'essentiel, c'est d'être capable d'écouter la radio d'Alain. Comme Donc, si tu n'en avais pas assez, ses épaules. non, ben, tu sais, c'est comme notre ami commun Alain Couillard, ben, tu sais, c'est des petits projets le fun à travailler. Fait que, tu sais, nous autres, on aide dans le projet. Fait que, tu sais, c'est pas nous autres qui avons toute la pression sur les épaules, là. Tu sais, Oui. c'est Alain, Lynn qui ont toute la pression, que ça fait quand même quelque temps qu'ils préparaient leur projet. Donc, là, ben, c'est débuté. Fait que déjà, une grosse partie vient de pression qui vient de partir. Pour le reste, ben, c'est continuer à développer cette station-là, puis, tu sais, le côté technique qui est nécessaire. Donc, mais ça va quand même bon train de son côté avec tout ça, là. Sinon, j'ai des petits trucs qui ont retenu mon attention. Je voulais en parler la semaine passée, mais ça a comme passé vite côté intro, donc j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais j'avais vu passer une publication d'une autre amie commune, une madame Brigitte, Oui. qu'on connaît très bien. Elle avait publié
un article d'un monsieur qui s'était servi de la technologie contre la technologie. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le monsieur, il est parti avec une petite brouette puis environ une cinquantaine de téléphones cellulaires. Oui! Ils ont tous des comptes. Puis il est allé se promener avec cette petite brouette en pleine rue. Puis ça a pris 5 minutes avant que Google Maps commence à envoyer des alertes aux gens qui étaient alentour, comme de quoi qu'il y avait un embouteillage. C'est vraiment capoté, là. Tu sais, ça a l'air anodin, ça a l'air super drôle. Mais tu sais, moi, je suis un gars qui réfléchit beaucoup, je suis un gars dans l'intellect, puis je me suis dit: «Tabarouette, imagine qu'on voudrait faire des crises de grosses manifestations, mettons, en Amérique, mettons, au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Puis on cale des manifestations, mais c'est finalement des petits bonhommes qui partent avec des brouettes puis plein de téléphones, chacun de leur bord. Puis ils ne sauront jamais à où est-ce qu'elle va Où partir, est-ce la que vraie C'est manifestation, puis où c'est qu'on va aller c'est ça. brasser un petit ouais, peu. tu les idées fourchues. Ah non, ben, Ben, ça donne tu l'idée sais, qu'il y a à peu près je 100 fais de 000 la personnes à une spéculation. place. Tu sais, je fais C'est de la ça. spéculation. J'incite pas les gens à le faire. Non, non! Et Ben, ça serait et génial tu comme sais, idée, pareil. je pense que c'est le temps de commencer à se servir de toutes les boîtes qu'on nous sert contre nous pour, s'en servir contre eux, finalement, puis les faire tourner en bourrique parce que vous ne viendrez jamais à bout de l'humanité de toute façon, là. Et déjà, Ouais. on a un invité, dans quelques instants qui va venir nous parler des anciens écrits. Fait que ça fait longtemps qu'on est là, là. Fait qu'on est capable aussi de pas mal d'entourloupettes, là. Prenez-nous pas pour des valises non plus, là. Fait que pour ça, je trouvais ça intéressant comme article à souligner un petit peu que c'est intéressant comment que la technologie, finalement, ils veulent s'en servir dans un sens, mais finalement, on peut aussi s'en servir dans l'autre. Tout Mais à faites fait. pas ça. Non, 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 Ouais. surtout pas. Faites Ben, surtout pas ça. non, non. Non, mais l'idée est géniale, pareil. Tu sais Oui, que le monde oui. s'attend à ce qu'il y ait à peu près 200 personnes, mais en fin de compte, ils sont à peu près ça, mais ça donne l'idée qu'ils sont à peu près 10 000 ou 100 000 personnes dans un Ben, lieu. il peut avoir, tu sais, dans l'idée farfelue que je donne, tu sais, il peut avoir 4 groupes de manifestations qui partent, puis ils savent pas laquelle est la bonne réellement, là. Je dis ça de même. Ouais, Tu sais, c'est moi, je ça. suis un fou, là, je dis n'importe quoi, là, je spécule, là, tu sais, je fais des théories, mais tu sais, je mets jamais rien en pratique de ce côté-là, là, mais je dis OK. ça de même, là. Tu sais, t'imagines-tu que ça aurait été la manif des camionneurs, au Parlement avec des petits trucs de même pour les agacer, les policiers? Ouais. Mais c'est ça. C'est du passé, comme on dit. Eh bien, en tout cas, oui, c'est assez cocasse comme Je idée. fais mon complétiste un petit peu. Ouais. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous mettent un petit pouce ou un message sur la page Facebook de Zone Parallèle. Donc, je vous invite à aller sur la page de Zone Parallèle sur Facebook pour commenter ou si vous avez des questions à notre invité d'aujourd'hui, qui est très particulier, qu'on aime beaucoup, nous, parce que il est rare de voir des invités de ce genre-là, qui a cette formation-là. Donc, si vous avez des questions tantôt, mais gênez-vous pas, ça va être là que ça va se passer. Et toi, de ton côté, Isabelle, du nouveau, quelque chose de particulier que tu as remarqué cette semaine ou les À jours? à part que j'ai plus mes pneus à clous, ben c'est merveilleux. Ouais. Fini de Non, faire non. le tch dans ton avant, Ouais, là. écoute, c'est comme si j'étais dans un petit Cessna tout le temps. Non, à part le beau temps, puis évidemment, moi, je suis une admiratrice. Ben, j'ai pas le choix, il y a plein d'arbres ici. Fait que admiratrice de la nature. Fait que tous les arbres qui ont commencé, en fait, les feuilles commencent à sortir, là, avec la pluie qu'on a eue. Je veux bien, c'est plate, là, mais. Fait que non, j'étais un petit peu zen. Je regarde ce qui se passe dehors, puis j'apprécie le paysage. C'est pas mal ça, hein, profiter du beau temps, là. Oui, pas d'observation particulière ces temps-ci. Euh, Mis à part, non. dans le ciel, les nuages sont étranges. On s'est parlé dimanche dernier. Puis tu as vu que j'avais mis. Non, c'est spécial, là. Les nuages sont vraiment, là. Quand même que tu Ouais. dirais que c'est pas vrai. Mais en fait, le Ben, ciel c'est- n'était pas comme ça il y a 25, 30 ans ou peu importe, là. C'est complètement différent. Mais les formes de nuages qui n'existaient pas avant, qui là, ils existent. Pas juste ça, c'est que des fois, il y a
plus haut, je sais qu'il y a plusieurs couches là, atmosphériques. Là, les nuages, ça peut se dédoubler, ça peut faire toutes sortes d'effets. Sauf que quand tu as un beau petit voile là, qui ondule juste un petit peu, puis que tu vois des nuages vraiment plus bas, mais qui ont de l'air juste en fait, des masses rondes qui apparaissent, il y en a 3-4. Ça sort de nulle part, je sais pas. Ouais. Je sais pas. En Moi, tout cas, t'as vu comme moi les nuages en forme. C'est vraiment, on aurait dit 3 cylindres Ben, qui des se cylindres. suivent hey, en plus. Là. on pourrait arrêter de faire semblant que ça n'existe pas quand il y a 3-4 États aux États-Unis qui ont interdit les chemtrails et la géoingénierie sur leur territoire. Fait que, tu sais, c'est plus un sujet qui est rendu farfelu puis des complotistes, là. C'est Non, écrit non. noir sur blanc, là. Ouais, de toute Fait façon, moi, que, j'ai vu même au sein du gouvernement du Québec ici, ils ont quand même des clauses écrites là, qu'ils ah oui. autorisent les journées de pluie, de soleil, c'est partagé. Ils ont le contrôle là-dessus. Fait que les chemtrails, c'est la même chose. Là. Ben, ils Mhm. contrôlent la température avec ça aussi, là, mais tu sais, il y a eu bien des Ben, tests aussi, même ici au Québec. Je pense que c'est un monsieur qui avait fait faire l'étude de son puits pour s'apercevoir que la pluie dehors contenait beaucoup d'aluminium et toutes oh sortes oui, de les trucs. produits, pas mal de matériaux lourds, le taux de pH sur les terrains est en train d'augmenter, devient de plus en plus acide. Quand on sait que des entreprises comme Monsanto sont en train de sortir des semences qui sont, tu sais, sont capables de fonctionner avec l'aluminium puis tous ces métaux lourds, ben, tu sais, on se pose la question, sont-ils là pour essayer de nous sauver la mise ou ils sont en train de créer la marde pour être capables de vendre leur christie de semences au bout de la Je pense ligne? que c'est plus la merde pour Fait que, vendre le ben, semence. je Ben, laisse ça sur un bémol, tu sais, pour laisser l'option aux gens de décider, là, mais je pense que c'est assez évident, c'est écrit dans le ciel, là, mais il y a Mmh. encore du monde qui ne savent pas lire, ça a l'air. Non, c'est ça. C'est comme la période, ben, en fait, quand la première année du COVID, où ce que tout le monde a été confiné, tout le monde s'est parti, il n'y avait plus rien dans les magasins, tout le monde se sont mis à faire leur propre petit jardin, à tu sais, Ah, refaire c'était le juste le papier patio de et compagnie. toilette. Ben, C'était juste le papier de toilette Oui, qu'il n'y en avait plus. tout le monde a parti leur culture. C'était bien. Mhm. Et c'est ça qu'il faut. ben Sérieusement, oui. moi, j'encourage le monde à faire ça. Sauf que là où je Ouais. veux en venir, c'est que l'année d'après, tous ceux qui ont fait ça, qui ont Eh refait le oui, jardin, j'allais ont le tout dire. perdu. C'est ça. Ça Les m'est plants de arrivé. tomates ont noirci, il y a eu une Ouais. maladie, ça a été l'enfer, ont tout perdu. Je pense que dans tous mes plants de tomates il y a 2 ans, mettons, là, je sais pas si j'ai eu 3 tomates dans tout le lot. L'année dernière, c'était moins Ouais. pire. Mais Colin, tout avait ces taches noires-là. Je sais que c'est une maladie qu'on dit une forme de Hum, champignon C'est un parce qu'il y a champignon. trop d'humidité. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais y aller autrement. Je vais couvrir une partie dans un certain temps avec un genre de plastique pour éviter l'eau de pluie tout le temps. L'année dernière, ça a marché. J'ai fait ça, puis ça a marché. Mm. Mais il y a un temps, maintenant, où tu n'as pas le choix, tu l'enlèves, ton Ah. espèce de petit plastique. Là. On est ben trop complotistes. Là. Non, mais c'est parce que c'est ça pareil. Hein? On Ou, est des tiens, même les récalcitrants. poules. J'ai des poules depuis 2018 à peu près. Puis là, le monde me disait, bon, ben là, achetez pas de poules, ils sont malades. Vous allez avoir la grippe Aviaire. aviaire parce qu'il y a beaucoup de poules qui ont été tuées, abattues, Oui. supposées parce qu'il y avait des... Mais Ben, pourtant... tu sais, je travaille dans le secteur de l'alimentation, puis présentement, il y a beaucoup de commerces qui sont en train de se stocker en quantité astronomique d'œufs. Parce Ouais. que, tu sais, il y a l'annonce de grippe aviaire, il y a des trucs qui vont être appelés, et ainsi de suite. Fait que tout le monde est en train de se stocker, là. On a des quantités Non, mais astronomiques d'œufs en avance. c'est pire parce qu'ils en parlent aux médias. Regarde, après Ouais. le début de la campagne de vaccination, vu que le monde n'était pas encore assez stressé hein, avec leurs menaces puis leurs peurs, Mhm. ils ont commencé à ramener la grippe aviaire, que là, ça pouvait être après les pneus d'auto, ça pouvait... Là, c'était... Là, Ah, j'ai ben fait oui, comme si moi, tu es là. assis, tu es correct. Si tu es debout, tu es en danger. Si tu manges du poulet, des œufs, tu es en danger. Les patati patata. Tout Ouais, pour c'est ça. me maintenir encore dans de la peur inutile, là. C'est ça. Fait tu sais, oui, là, j'y crois, la grippe aviaire, là, moi, ça existe, là, mais j'embarque pas dans cette
dans cette peur-là. Moi, Ben, c'est juste bizarre parce qu'à un moment donné, je me suis fait manger des poules. 4 poules dans une année, puis j'en ai 3 à chaque fois. Sauf que cette année-là, je m'en suis pris 3. Je suis fait manger les 3 poules par des ratons laveurs Oui, qui ont ça a l'air réussi de à rien, hein? rentrer. Oui, ça a Ils ont rentré de l'air dans le... Ils ont de Oui, l'air ils ont de innocents, l'air... là, belle C'est petite ça. face, là, mais c'est Ouais, carnivore, ça. c'est ça. J'ai bien vu ça. C'est pour ça qu'on les appelle des bandits. Oui, c'est des voleurs. Hein, ils ont vraiment... Mais sauf qu'à un moment donné, je suis allée me rechercher d'autres poules, mais j'ai eu de la misère à en trouver parce qu'il n'y en avait plus nulle part. Tout le monde s'est garoché là-dedans. Mm. Puis, pouftin, c'est ça. Certains se sont fait, justement, ils ont été obligés d'abattre leurs poules qui avaient supposément la fausse grippe, qui ont... Tu sais, les producteurs le savent ben trop, là. Mais en tout cas, bref. C'est payant Ouais. pour... un petit peu, je pense que Honorine est en studio Oui, avec nous. ça fait un bout que je veux le dire, parce qu'à propos des tomates là qui noircissent, Oui. si vous trouvez, parce qu'en France c'est ce qu'on faisait, mais je sais pas, je sais que ça marche, de la bouillie bordelaise. Ça vous dit de quoi? Non, pas en tout. Bon, ben il faut asperger les pieds de tomates avec ça, ils deviennent jamais noirs. Mais c'est un peu bleu le produit, alors je sais pas si c'est comme du bleu de méthylène, mais je sais que chez nous ils aspergent tout avec ça. Ben tout, les tomates, les pieds de tomates. Ah bon? Hmm. Non, je connais Ça devient pas noir. Répète le nom. De la bouillie bordelaise. Bordelaise. Il faudrait faire une recherche Oui. sur Google. Moi, je pense juste à la fondue bourguignon. Je ne sais pas pourquoi. De ce côté-là, je m'attendrais plus à l'électroculture que la sauce, je ne sais pas trop quoi qu'on rajoute sur les pieds de tomates, là. Quoi que j'en Mais connais c'est vieux, rien. ça. Hein, c'est Ouais, non, c'est c'est ça, j'en vraiment connais vieux. strictement rien de c'est quoi, Ouais. là. Donc, mais en tout Mais cas, il y en a tout quand cas- même des bons résultats avec l'électroculture pour les gens qui s'en servent, là. Ça donne des très, très bons résultats. Mais rapidement, chose- l'électroculture, je m'excuse, Ouais. Carole. Steve, Ben, c'était les simplement, fameux les rods de cuivre au sol. une rode de cuivre qui va tout simplement être placée sur la partie du potager qu'on est en train de cultiver. C'est sûr que c'est beaucoup plus élaboré que ça. Dans le fond, c'est des antennes. On va faire des formes d'antennes. Puis ça va amener, dans le fond, tout ce qui est électromagnétique. Tu sais, on est énergie, hein? Il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de tout est signaux. énergie, Donc, ouais. tout ça est capté par ces antennes-là, puis sont redirigés directement dans le sol. Donc, ça aide à la croissance des plantes. Puis, tu sais, il y a des manuels qui datent de 1850 quasiment qui parlent de ces choses-là. Puis, pour X raisons, dans les années 2000, on n'entend plus parler de ces choses-là, puis ça recommence à revenir à nouveau. En même titre, un peu comme les orgonites, les formes géométriques qui vont avoir une influence. Tu sais, on avait vu il y a quelque temps la mémoire de l'eau, des expériences qui étaient faites avec des mots et des formes, que ça faisait que certaines choses allaient pourrir plus rapidement et d'autres qui allaient garder tous leurs nutriments un petit peu plus longtemps que la normale. Donc, c'est dans la même lignée. Donc, n'oubliez pas que tout est énergie. On peut s'en servir aussi au niveau des cultures, des potagers, puis même des serres, là. Même si vous avez un plan à la maison, mettez des petites antennes, des bouts de cuivre, puis vous allez voir que votre plante elle va être un petit peu plus verte, elle va mieux respirer, puis elle va s'épanouir plus facilement. Merci, Denise Brûlé, pour le lien. Elle a mis une boîte en photo de bouillie bordelaise en commentaire. Je ne sais pas si on a ça ici au Québec, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est bon à savoir. Là, on va sans tarder, il va falloir présenter notre invité. C'est celui qui a écrit, l'auteur qui a écrit ce livre-là. En fait, je vais pas je vais le lire. Le mythe et rite des enfers sumériens, volume 1. Je vais vous le mettre en photo ici, en image sur la vidéo. Vous allez le voir en vidéo, sinon on va le mettre... Ben, vous l'avez vu sur l'annonce, parce qu'elle est dessus. La photo, elle est sur l'annonce. Puis je veux juste faire... oui, tu voulais dire quelque chose? Ben, j'ai un petit texte à lire que j'ai trouvé très intéressant il y a environ un mois, puis je me suis dit que j'allais le garder justement pour l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose avant. Ben, vas-y. D'abord, moi, ce que je voulais lire, une partie de ce qui est écrit derrière son livre, OK. mais vas-y avec Moi, ce je que suis tu veux. tombé sur l'énigme sumérienne. D'où vient cette civilisation? Les Sumériens sont censés être l'une des premières civilisations développées à qui l'on attribue la création de l'écriture, les premières lois, les systèmes numériques,
à 60 chiffres, l'invention de la roue et la définition des constellations du zodiaque, etc. Il existe cependant quelques particularités. Leur écriture cuniforme est sans équivalent ni prédécesseur, comme si elle est apparue immédiatement sous sa forme achevée. Une nation entière qui pourrait-elle soudainement et à l'unanimité apprendre un système d'écriture complexe? La langue sumérienne demeure un mystère. Elle n'est apparentée à aucune autre langue ancienne, ne contient aucun emprunt et semble totalement isolée. Quant à l'origine des Sumériens, elle est inconnue, mais il ne pourrait tout de même pas surgir de nulle part, n'est-ce pas? Je vais l'ajouter à la scène, notre invité. Oui, Bonjour, Louis Galador. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous m'entendez bien? Oui, on très t'entend bien. très bien. Avec un peu d'écho, mais on t'entend bien. Très bien, merci. Donc, moi, je vais juste faire... parce que des gars comme toi, il n'y en a pas des tonnes. Hein? Je ne sais pas... Les études, on en a déjà parlé parce qu'on t'a présenté à quelques reprises. Mais les études que ça prend pour ce que tu as comme bagage, ça commence par quoi? Ça dépend quel parcours tu fais. Si tu fais mon parcours qui est assez, on va dire, atypique, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par être un autodidacte à la base, et donc ça, je l'avais déjà raconté par le passé. Et donc, je m'étais rendu compte que j'étais assez limité dans mes connaissances des traductions, on va dire, de ces langues antiques. Et donc, je suis passé, on va dire, par un cursus universitaire d'épigraphiste, avec une spécialisation dans la langue sumérienne. Donc, j'ai fait ça à l'université de Strasbourg. Et donc, généralement, on devient épigraphiste quand on a fait des études d'archéologie. C'est-à-dire que tu fais ton master en archéologie, notamment dans les civilisations mésopotamiennes, et après, tu fais, si tu veux, ce qu'on appelle une spécialisation en épigraphiste. Moi, j'ai donc eu, si tu veux, par mon passé, on va dire, des bonnes bases dans tout ce qui était étude de la Mésopotamie. Et donc, l'Université de Strasbourg m'a passé, si tu veux, à faire directement le processus d'épigraphiste que j'ai suivi pendant le Covid à peu près, pour essayer d'affirmer, si tu veux, et de valider tous mes acquis, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à étudier là-dedans? Tu avais un intérêt assez marquant si tu as commencé justement avec sans Il- études, sans rien, mais tu te disais, il y a quelque chose là, qui m'appelle là-dedans. Oui. Oh oui, oui, bah tout ça, c'est ce que j'en avais parlé déjà, il me semble, dans une de tes émissions. Oui, Ça remonte loin, hein. On va faire on va faire de la psychologie, mais si tu veux, ça remonte à peu près à mon enfance quand j'avais ma grand-mère qui m'emmenait dans les églises et qui me faisait voir toutes ces fresques, tu sais, où tu avais des représentations de l'Ancien Testament. Et donc j'avais beaucoup de questions, et puis j'ai connu un prêtre qui m'a dit, bah écoute, si tu veux trouver les réponses à ces questions, il faut que tu lises l'Ancien Testament. Donc j'ai commencé à étudier l'Ancien Testament, et puis finalement je me suis rendu compte que tout ce qui était attrait à l'Ancien Testament, ça baignait, on va dire, dans cette culture mésopotamienne. Donc j'ai ensuite étudié un peu plus tard toute la partie de la culture mésopotamienne. Et puis quand tu commences après, tu sais, à étudier les textes on va dire, mésopotamiens, où tu te rends compte que les traducteurs modernes, qui sont généralement donc des assyriologues, peuvent avoir aussi des différences assez notables dans leur traduction. Donc c'est ce qui m'a poussé ensuite, moi, à me lancer, on va dire, dans la traduction brute des tablettes. Donc c'est un peu le cheminement, quoi. Parce que c'est énormément de travail et ça prend énormément de temps et compréhension parce que quand je regarde tes bouquins, en fait, parce que c'est le troisième, je pense que tu nous envoies, si je ne me trompe pas, 2, 3, en tout cas, fait une couple qu'on reçoit 3. Et voilà, c'est ça. Ça fait 3 qu'on reçoit, puis donc c'est la troisième fois qu'on te reçoit à l'émission. Mais d'une fois à l'autre, il faut dire aussi qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on reprenne. C'est comme si on reprend à zéro le tout, mais présentation, moi, tant qu'à moi, elle n'est plus à faire pour toi parce qu'on te connaît très bien. Mais les nouveaux auditeurs en ont aucune idée de qui tu es. Mais donc, c'est ça. Tu sais, ça prend des études universitaires pour faire ça aussi. Et je ne sais pas combien d'années
à l'université que tu as d'accumuler là-dedans? Disons que les années d'université, quand tu te précises dans des études de spécialisation d'épigraphiste, c'est 2 ans d'épigraphie que tu fais. Ensuite, c'est ce que je te disais, généralement, quand tu te lances dans ce qui est des études, on va dire, en tant qu'archéologue ou, on va dire, professeur d'histoire spécialisé en Mésopotamie, tu es sur une base de 5 ans à peu près. Donc c'est à peu près 5 ans d'études. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que en ayant un parcours un peu universitaire, ça valide en fin de compte tes acquis, puisque c'est ce que j'explique toujours un peu aux personnes qui me posent cette question, c'est qu'on peut toujours démarrer, si tu veux, d'un point de vue, on va dire, tu étudies par toi-même ces langues antiques. Donc moi, ça avait commencé. À l'époque, j'avais demandé au professeur Heitinger et au professeur Jacob Dahl de m'envoyer un peu, si tu veux, toute la documentation nécessaire pour pouvoir étudier ce genre d'écrit, ce genre de langage. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu arrives un peu, si tu veux, à tes propres limites, et tu as besoin quand même d'avoir un cadre, on va dire, de personnes qui sont déjà passées par là pour te montrer, on va dire, d'autres techniques qui sont quand même qui ont été déjà prouvées et qui ont permis justement la traduction de tous ces documents, quoi. En tout cas, tu le sais que tu es une très bonne référence pour plusieurs personnes en France, entre autres, parce que tu es de cette région-là. Mais tu es une très bonne référence dans le domaine et les gens savent le sérieux de tes propos, de ce que tu dis, de ta façon de voir. Parce que tu le dis, hein, après l'écrit du poème, tu décris ce que tu crois que c'est. Puis je trouve ça génial parce qu'on a, en fait, ta version de ta vision des choses. Je trouve ça quand même intéressant. Mais bref, Steve, tu avais quelque chose, je pense que je t'ai vu lever la main tantôt parce que je pense que tu avais quelque chose à dire. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu ce que j'ai mentionné au tout début. Dans le fond, l'apparition de cette langue-là qui apparaît déjà dans son état fini avec toute une structure. Est-ce que, tu sais, c'est-tu un peu à la Zaccaria Sitchin, sont venus d'une autre planète implanter tout ça? Ou on dirait qu'avec, tu sais, déjà, vu qu'on t'a déjà reçu à quelques reprises, puis on en a déjà discuté, on sait très bien que les choses qui ont été avancées par Zaccaria Sitchin, c'est quasiment tiré par les cheveux à plusieurs égards dans ces soi-disant traductions des tablettes sumériennes. Mais si on prend l'ensemble de cette culture-là, qu'on n'a pas de précédent arrière, d'où est-ce qu'ils viennent? Tu sais, c'est comme s'il y a rien qui existait auparavant ou c'est eux qui ont caché, notre plus ancienne histoire, puis ils ont imposé la leur. Mais jusqu'à maintenant, avec tout ce qu'on a comme traduction, d'où c'est qu'ils viennent ces gens-là? C'est une bonne question, Steve, et c'est malheureusement une question qu'on n'a pas encore totalement élucidée. Ce qui est clair, c'est que les Sumériens, comme tu le disais auparavant, donc du moins leur langue, c'est un isolat linguistique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre langue qui se rattache, si tu veux, aux Sumériens. Le peuple qui était le plus proche d'eux, c'était les Akkadiens. Et eux, c'est une langue, si tu veux, sémitique qui a donné plus tard, si tu veux, des langues comme l'hébreu, l'arabe, par exemple, l'araméen. Donc, pour ce qui est des Akkadiens, on arrive, si tu veux, à les rattacher facilement. Les Sumériens, par contre, c'est un gros problème, c'est que on n'a pas de référence avec d'autres langues. Et on ne sait pas non plus d'où ils viennent concrètement. Est-ce que c'est des gens qui étaient là déjà à l'époque d'Obéide, c'est-à-dire on recule là de à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ, où on a, si tu veux, les premières traces de civilisation avec les premières villes, ou est-ce que c'est des gens qui sont venus des montagnes, du côté donc de l'Iran, etc., ou peut-être de la Turquie, ou peut-être même ils sont passés par le sud de l'Irak, en passant peut-être par le Golfe Persique. Ça, personne à l'heure actuelle ne peut te donner une réponse, on va dire, officielle. Maintenant, pour en retourner sur les théories de Sitchin, etc., ce qu'il faut bien savoir, c'est que il utilise donc les traductions qui ont déjà été faites par des assyriologues bien avant lui,
ce qu'il a fait, Sitchin, ce qui a été donc sa force, c'est qu'il a mis, si tu veux, en avant certains passages de mythes qui ont ensuite alimenté ces théories qui lui sont propres, enfin du moins à l'époque, qui lui étaient propres, quoi. Donc aujourd'hui, on a eu des suiveurs derrière Sitchin. Donc c'est vrai que dans les textes mésopotamiens, ce sont bien les dieux qui ont créé, on va dire, les premiers hommes. Ce sont bien les dieux qui ont apporté la civilisation à l'humanité, qui en ont fait des esclaves. Maintenant, te dire que les Anunnaki sont des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, etc., c'est pas marqué, on trouve ça nulle part, si tu veux, dans aucune tablette, quoi. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que il faut toujours essayer de remettre, si tu veux, avec la vision de l'époque. Pour eux, les divinités mésopotamiennes, donc pour ces gens-là, ils étaient à l'origine de tout, c'est-à-dire à l'origine de l'univers. Quand tu vois, par exemple, dans l'hymne à Naou, qui est en fin de compte, si tu veux, un poème dédié à Enlil, qui était le roi des dieux. Donc c'est Enlil, si tu veux, qui sépare le ciel de la terre et qui permet après à la lumière d'arriver. Donc d'ailleurs, si tu remarques, ça fait un peu écho avec la Genèse, c'est-à-dire la création du monde. Oui. Beaucoup. Si tu as après ouais, exact. Si tu vas après ensuite dans le fameux mythe babylonien, donc là on est beaucoup plus tard, donc on est à peu près en 1900 avant notre ère. Donc là, les Babyloniens, avec les Numa Elish, qui racontent, si tu veux, l'ascension du dieu Marduk dans le panthéon mésopotamien. Donc lui, en tuant, si tu veux, la divinité primordiale Tiamat, il va utiliser son corps pour créer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc tu vois qu'on est bien, si tu veux, dans une vision où les divinités sont à l'origine de tout, quoi. Ils sont à l'origine de l'univers, ils sont à l'origine du monde, ils sont à l'origine des hommes. Et donc c'est une vision peut-être plus globale qui englobe plusieurs dimensions que Sitchin a peut-être écartées en voulant se focaliser uniquement sur la partie, on va dire, extraterrestre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour justement permettre aux gens de voir que il y a aussi une autre dimension qui est souvent, on va dire, oubliée ou mise de côté par les écrivains modernes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les enfers. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment voyez, on va dire, la mort et ce qui se passe après chez donc les Sumériens, quoi. Et donc ça a été un peu l'objectif de ce livre, de regrouper dans un premier temps, si tu veux, autour d'un mythe fondateur, qui était donc la descente de la déesse Inanna aux enfers, qui a été un peu, si tu veux, le best-seller avec les aventures de Gilgamesh dans la Mésopotamie pendant environ plus de 2500 ans, quoi. Et donc en écrivant donc le livre que vous avez aujourd'hui dans vos mains, la descente d'Inanna aux enfers, si tu veux, autour de ce mythe, tu as eu des préquels, tu as eu des séquelles, tu as eu diverses versions qui sont arrivées, et donc j'ai voulu, si tu veux, présenter cette vision du monde à nos lecteurs, afin qu'ils voient que finalement, ce qui a trait aux Anunnaki, ça ne se passe pas spécialement que dans le ciel, ça se passe aussi sur Terre, et ça se passe aussi dans le monde, donc des enfers, chez les morts, avec tout ce qu'il y a autour, quoi, c'est-à-dire les âmes des défunts, des rites funéraires, les démons, tout ce qu'il y a autour, et puis la magie, etc., quoi. C'est ce qui rend un peu la complexité aussi en lisant, c'est dans les 3 livres, je le remarque. C'est pas une seule tablette que tu as traduite, c'est plusieurs tablettes où il y a différentes versions qui viennent de différentes villes, puis bien des fois c'est fragmenté, on n'a pas tous les mêmes fragments, et ça rend ça un petit peu plus complexe encore. C'est pas quelque chose qu'on va traduire comme une chanson qu'on prend sur Internet de l'anglais au français, là. C'est quelque chose de pas mal plus ardu. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, moi j'ai la chance pour avoir collaboré avec la Cuneiform Digital Library Initiative, qui est, si tu veux, le site mondial d'assyriologie. C'est-à-dire c'est l'endroit où, un des endroits du moins, parce qu'en France on a Archilab, mais c'est vrai que la Cuneiform Digital Library pour moi est plus pratique. Donc c'est l'endroit, si tu veux, où les assyriologues traduisent les tablettes et les mettent après à disposition sur Internet pour les sauvegarder, puis pour permettre à des gens de les travailler.
Et donc, si tu veux, quand je fais mon livre, généralement, j'ai accès à cette bibliothèque mondiale qui me permet de télécharger la photo de la tablette, ou du moins, si tu veux, les translittérations qui ont été faites par des assyriologues qui ont reconstitué, comme tu dis toi, déjà ce puzzle. Donc, ça te fait gagner énormément de temps, et ce qui me permet justement de produire à peu près un livre par an. Que s'il aurait fallu récupérer chaque tablette, les remettre ensemble, et ensuite faire la translittération pour ensuite faire la traduction, je veux dire, un poème, ça prendrait 1 an. Donc moi, j'ai la chance déjà qu'en amont, il y a des gens qui ont déjà fait ce premier travail. Et si tu veux, moi, je récupère ce travail qui est déjà mâché pour faire une traduction dans la langue française avec les dernières avancées, si tu veux, en termes de compréhension de la langue sumérienne. Parce qu'il y a certains poèmes que tu as dans mon livre qui ont été traduits peut-être dans les années 50 ou les années 60. Et ce qui fait peut-être, on va dire, j'ai voulu faire en gros, si tu veux, un update de tous ces mythes, quoi. Avec les dernières traductions, ce qui explique pourquoi tu pourras peut-être trouver des fois des légères différences avec ce qui avait déjà traduit par le passé, quoi. On va devoir aller à la pause parce qu'on est comme un peu en retard sur notre horaire, mais je pense qu'on va avoir une émission assez percutante. J'ai d'autres questions qui s'en viennent. Moi, j'en ai d'autres d'écrites. J'en ai d'autres. Oh que oui. Tu sais, on a une vision de quelque chose peut-être différente. Dans certains cas, on analyse d'une façon différente un texte. Je pense qu'on a des points de vue, Steve et moi, là-dessus, similaires, ou ce qu'on fait comme « Oh, ben oui, toi ». Donc, gars, on va en parler après la pause. On revient. Oui. CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. Chez Club Voyage Montmagny et Saint-Jean-Chrysostome, on vous fait voyager partout dans le monde. On s'occupe de nos clients, on répond au téléphone et surtout, on n'est pas plus cher qu'Internet. Sud, Europe, croisière, vous avez une idée? Nous avons les contacts. Appelez-nous dès maintenant au 88 834 3434. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est judicieux au Bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. J'allais mettre mon sac de chips aux poubelles. Mais là, j'ai dit, wow, les moteurs, mon petit cœur, ça va au bac bleu. Maintenant, tous les emballages se récupèrent. Plus besoin de trouver les mousses de petits numéros en dessous des contenants en plastique. On met tous les contenants au bac bleu. Puis ça tombe bien. On est mis up comme des taupes. Des emballages de bord temps. Puis palettes de chocolat. Les pots de yogourt, les capsules de café. Tous les contenants, emballages et imprimés. On a juste à rincer si besoin, puis allez hop, barbe truc dans le bac bleu. T'es drôle des fois, chérie. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, jorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Entrepreneurs, écoutez bien. Pour vos boîtes, c'est Boîtes et Emballages Québec. On fait un carton avec le carton. Vous vendez en ligne? Si vous ne faites pas affaire avec Boîtes et Emballages Québec, vous payez trop cher. Unique dans la région, ils offrent une panoplie de boîtes de carton usagées à une fraction du prix des neuves, mais de grande qualité. Pas de shipping sans Boîtes et Emballages Québec. Pas de déménagement sans eux aussi. Surtout pour les déménageurs professionnels. Boîte et emballagequebec.com. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur GoConsigne.com. C'est maintenant ou jamais pour vivre l'expérience Lupo à prix jamais vu. Jusqu'à 43 % de rabais sur les nuitées Dormir avec les loups en mini-pods 4 saisons. Des cartes cadeaux bonifiées et des visites guidées à prix réduit. Ces offres sont exclusives à notre campagne de sociofinancement et n'expirent jamais. Courez vite sur larichequebec.com, mot-clé Lupo. Aidez-nous à bâtir l'avenir du sanctuaire.
Solutions Piscine, expert depuis 2009, vous offre des services complets. Ouverture, nettoyage, entretien, fermeture, changement de toile, installation d'équipements et réparation de piscine. Faites confiance à notre équipe professionnelle et assurez-vous un bel été. 88 888 25 27. Solutionpiscine.com. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Québec, prépare-toi à vibrer. Du 16 au 25 mai, AfricaFest revient pour sa 3e édition à la place Georges V. 10 jours de folie, concerts en plein air, cuisine afro-caribéenne, marché coloré, percu jam, ateliers, danse et jeux de société. En soirée, ne manque pas nos concerts signatures à seulement 10 $. Infos et programmation, @AfricaFest, #AfricaFest 2025, @Isamba Centre AfricaFest. L'Afrique comme vous ne l'avez jamais vécue. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Louis Galador. En fait, j'aimerais ça, parce que je vais remettre l'image du livre. On voit qu'il y a des petits post-it parce que j'ai plein de questions que j'ai mis dessus. Puis j'ai pas terminé de le lire au complet, imaginez, là. Mais en tout cas, il faut absolument que je lise ce qui est écrit à l'arrière du livre, parce que c'est ça que je voulais dire tantôt. Mais ton texte que tu as lu, Steve, c'était parfait. Fait que il y a toujours un temps pour lire ça. Donc, l'endos du livre, on voit les Sumériens s'interrogeaient sur le destin de l'âme après la mort, croyant qu'elle descendait dans les enfers, un lieu sombre et poussiéreux, contrairement aux croyances religieuses plus récentes. De l'au-delà mésopotamien n'était ni un lieu de récompense ni punition, mais un espace morne et neutre où les esprits menaient une existence terne. Les proches des défunts pratiquaient des rites funéraires complexes, incluant des offrandes de nourriture et de boissons. Ça, j'ai trouvé ça assez capoté quand j'ai lu ça dans les trucs. Là, mon Dieu! Bref, afin d'assurer que leurs âmes soient bien accueillies dans les enfers et n'évoluent pas dans les esprits errants et malveillants. Sais-tu que ça, là, si dans cette mentalité-là, dans le temps, il disait que si tu ne donnais pas de boisson et de nourriture à l'esprit décédé, il allait venir te hanter jusqu'à temps que... Ben voyons donc, tu parles... Il y avait une mentalité tordue, là. C'est un peu comme nos gouvernements, hein? Tu payes pas ton dû, on est hanté. C'est ça. On ne réinvente pas la roue, hein? Non! Et t'entends Jeff rire en arrière en fou. Bon, donc, c'est ça, dans la culture sumérienne, le royaume des morts était dirigé par la déesse mon Dieu, aide-moi, Louis, parce que je sais pas... Ereshkigal. Tu vois, j'aurais jamais dit. Assisté par les 7 juges Hanouna. Ça, là, c'est pour ça, Isabelle, je voulais que tu restes aussi. Parce que 7 juges, ça ne te rappelle pas quelque chose, ça? Parce que des fois, on parle le chiffre 7. On parle ici, là, je fais référence à certaines choses comme la grande table du conseil que plusieurs ont vue, sont souvent 7 ou 9. 9. Ça, Ouais, le 7 ou 9, chiffre ouais. ce chiffre-là revient souvent dans les écrits justement de ce que tu as fait, Louis, puis c'est ça que je trouve assez capoté. Donc, les 7 juges Hanouna. Donc, ça le dit clairement pour moi dans ma tête, qui rendait justice aux âmes des défunts. La reine des morts pouvait également compter sur des démons comme un fameux gala
et d'autres créatures redoutables pour l'aider à régner sur cet espace infernal. Ça fait tellement, tellement comme t'es pogné dans la matrice avec des petits monstres à batterie qui va te diriger. Mais ça sonne un peu de même. Et les Sumériens, comme tous les Mésopotamiens, cherchaient à comprendre la mort et les enfers à travers leurs récits mythologiques, leurs rituels et leurs relations avec la divinité. Ces interrogations reflètent leurs préoccupations existentielles et spirituelles ainsi que leur désir de préserver l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Je n'ai pas tout lu, là, mais en fait, ça, c'est le premier volume, donc on risque d'en avoir un deuxième. Oui, c'est ça. Oui. Il y aura donc 2 volumes, seulement 2. Donc, comme j'expliquais, donc ce premier volume tourne autour donc de la mort du dieu Dumuzi et donc de la descente d'Inanna aux enfers, qui sont liés tous les deux. Et puis le deuxième volume, lui, sera axé sur d'autres mythes, notamment sur la mort de rois mythiques ou des textes autres qui ne sont pas liés, on va dire, directement avec le récit que tu as dans le volume 1, quoi. Je vais juste lire un passage d'un certain poème. Je ne sais pas comment il pensait pour écrire comme ça, parce que c'est beaucoup de répétitifs. Oui. Ils vont dire comme elle saisit la perruque pour son front. Elle suspendit à son cou de petites pierres de lapis lazuli. Elle remplit sa poitrine de doubles perles. Elle recouvrit son corps avec la palla, le vêtement de la seigneurie. Elle plaça sur ses yeux le phare que l'homme vienne qu'il vienne. Elle serra sur sa poitrine l'épingle comme « Viens, viens ». Elle glissa à sa main un bracelet en or. Elle saisit une canne de 6 mètres et une corde d'arpentage de couleur lapis lazuli. Inanna se dirigea vers le cure. La Soukal, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Soukal, oui. Ninsubur, je ne sais pas si non. Ninsubur, c'est juste. Okay. Alla derrière elle. La pure Inanna s'adressa au Ninsubur, viens. En tout cas, bref, je ne continuerai pas, là, mais je trouve que Steve m'a fait la réflexion de ça en partant. J'ai fait taboire, je pense que ça a un point. Parce qu'on parle là-dedans, et plus tard aussi dans le livre, on parle des 7. Toujours le chiffre 7. Et là, on parle aussi de la perruque sur le front. Donc, si je regarde tous les points qu'on parle, c'est exactement ton micro t'a pas ouvert. Fait que tu m'aurais bumpé mon spot, toi, là, si ça aurait été ouvert. Moi, mon punch, tu m'aurais dépunché. Et la manière que je le comprends, on parle des 7 chakras majeurs. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que tu l'as déjà pensé à interpréter ça de cette façon-là? Ce qui est vrai, c'est que tu retrouves donc le chiffre 7 qui est, pour les Mésopotamiens, était lié donc aux divinités. Donc là, tu vois bien qu'Inanna prépare, en fin de compte, la préparation que tu viens de réciter. Ça se passe donc avant sa descente aux enfers. Donc elle est en train, si tu veux, de se préparer. Donc elle utilise là ses pouvoirs divins. C'est censé représenter des pouvoirs divins, donc qui sont bien 7. Et le chiffre 7, on va le retrouver un peu plus tard, notamment quand elle arrive devant la porte du Ganzer, qui est, si tu veux, une sorte de première, on pourrait dire, une première entrée pour le royaume des enfers. Et dans le Ganzer, tu as encore 7 portes à passer. Donc, tu vois, on retrouve encore le chiffre 7. Ben oui. Ensuite, tu vas avoir un peu plus loin dans le texte, tu vas avoir donc les 7 galas, qui sont les 7 démons envoyés par Ereshkigal pour donc capturer, si tu veux, le dieu Dumuzi et l'entraîner dans les enfers. Donc là, on retrouve encore le chiffre 7. Tu as les 7 juges des enfers aussi, que tu as dit tout à l'heure. Et tu as aussi les 7 sorciers des enfers. Donc, tu vois qu'on retrouve souvent, très très souvent, le chiffre 7 dans la culture mésopotamienne. Mais c'est pas un hasard, c'est parce que le chiffre 7 pour eux était lié, si tu veux, aux entités qui étaient pas spécialement, on va dire, terrestres. Voilà. C'est un peu la même chose comme dans les aventures sumériennes de Gilgamesh. Le chiffre 7 revient à plusieurs reprises et de plusieurs façons. Il n'y a pas juste directement, il y a indirectement. Puis c'est le point que j'ai allumé un peu plus
en lisant les mythes et rites, ça me donne l'impression que ces êtres-là, parce que je ne peux pas les appeler humains, mais ces êtres-là étaient des êtres dimensionnels et ça me donne l'impression comme si, quand ils faisaient une action, le même être dans chacune des dimensions fait une action. C'est pour ça qu'on a plusieurs répétitions dans le poème, mais il y a aussi le fait que chacune de ces dimensions de l'être porte un nom différent aussi pour certains. Donc, pour certains qui sont plus divins, ils vont avoir 7, et pour d'autres, comme j'ai lu dans le mythe et rite des enfers sumériens, que ça s'arrête juste à 3. C'est comme si l'être n'est pas encore aussi supérieur que les autres, mais il est rendu quand même à atteindre au moins 3 dimensions, qu'elle est consciente de ce qu'elle fait ou qu'elle peut choisir ce qu'elle fait de sa couche dimensionnelle. Je ne sais pas comment le dire à la façon des Sumériens, de la façon qu'ils présentent, mais de la façon que c'est imagé dans le poème, ça me saute aux yeux cet aspect-là. Oui, là, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que on parle bien, en fin de compte, de dimension, et de dimension qui n'est pas dans le monde, on va dire, des humains. Et donc, ce chiffre 7 fait un lien entre le monde, on va dire, des dieux et de tout ce qui est, on va dire, lié autour d'eux, comme par exemple ces fameux démons. Et tu remarqueras qu'aussi, ces démons, ils sont sur le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas spécialement maléfique ou bénéfique, parce que c'est là toute la subtilité, on va dire, de la culture mésopotamienne. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a tendance à voir un dieu qui est spécialement bon, et puis en face, on va lui mettre, si tu veux, la divinité de Satan, qui est le mal absolu, quoi. Chez les Mésopotamiens, ça marchait pas comme ça. Les dieux, les Anunnaki, ils pouvaient être un coup bénéfiques pour l'humanité, donc il les a créés, ils leur ont donné, si tu veux, donc tout le savoir pour pouvoir se développer, etc. Mais d'un autre côté, si toi, tu ne suivais pas, on va dire, les lois des dieux, eh ben, tu pouvais te prendre un déluge, tu pouvais recevoir des maladies. Donc, et ça pouvait être très bien Enlil qui pouvait faire ce genre d'action, mais tu avais aussi d'autres divinités qui pouvaient avoir, on va dire, ce balancement entre le bien et le mal. Donc, l'univers, si tu veux, c'est pour eux, les Mésopotamiens, c'est quelque chose qui est toujours sur le fil de l'équilibre. Il n'y a jamais, on va dire, c'est pareil pour les démons. Les démons, ce qu'on appelait les galas, tu avais des galas qui étaient généralement, là, on les voit assez maléfiques dans les mythes que tu as entre les mains. Mais étrangement, tu as aussi des galas qui viennent, donc des démons qui viennent des enfers, qui viennent aider certaines personnes, si tu sais comment, on va dire, les prier ou les manipuler, quoi. Donc c'est pas si noir et blanc que ça, quoi. C'est beaucoup plus subtil, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes livres. C'est-à-dire que la culture mésopotamienne est beaucoup plus compliquée que ce que pourrait vous faire croire, par exemple, un auteur comme Sitchin, par exemple, qui lui va se limiter, on va dire, à une vision. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Et donc, comme le dit très bien Steve, on parle de dimension. On parle de dimension du vivant. On parle de dimension des morts, mais on parle aussi des dimensions qui se trouvent au-dessus de nous, c'est-à-dire les cieux. Et donc tout ça, c'est un tout en réalité. Et on ne peut pas se focaliser uniquement sur une seule vision, ce serait trop simpliste, quoi. Je fais juste regarder la descente d'Inanna aux enfers. C'est la première chose que tu dis. Là, je vais prononcer le mot cure. C'est cure ou court? Court. OK. Depuis le grand ciel, elle tourna son attention vers la grande terre. Depuis le grand ciel, la déesse tourna son attention vers la grande terre. Depuis le grand ciel, Inanna, c'est ça, tourna son attention vers la grande terre. Sa maîtresse quitta le ciel, elle quitta la terre et descendit dans le cours. En tout cas, ça. Inanna quitta le ciel et quitta la terre et descendit dans le cours. Dans le cours, c'est les montagnes, le pays étranger, le monde infernal. Si j'ai bien compris, la traduction du mot « cours », ça serait ça. Exactement ça, Carole. Alors, le cours, à l'origine, si tu veux, le signe cunéiforme, ça te représente des montagnes. À la base, c'était des montagnes. Donc, ce qui se passe, c'est que le mot cours, on pense que ce mot-là, à l'origine, donc, devait désigner des montagnes. Or, tout ce qui était, pour les Sumériens, tout ce qui était en lien
avec les montagnes, c'était quelque chose qui était en dehors des villes. Parce que pour le Sumérien, les villes, c'était la civilisation, Ouais. c'est aux villes, tu avais la steppe, ce qu'on appelle l'Éden, d'accord? Donc l'Éden, c'est la steppe. Et déjà, là, quand tu te retrouves dans l'Éden, si tu veux, c'est une zone de tampon, un peu, entre la civilisation des hommes et ensuite le cours qui est, si tu veux, ce fameux pays étranger qui est loin, etc., où il y a potentiellement du danger, si tu veux, et des gens qui sont un peu plus rustes et moins civilisés. Au fil du temps, le cours, donc ça, on s'est rendu compte que pour les textes qui datent du 3e millénaire, était aussi associé aux enfers. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On pense que les Sumériens, donc les plus anciens, voyaient les âmes des défunts se diriger vers le cours. Parce que le cours, c'était la montagne aussi des dieux. Donc le mort devait probablement rejoindre, si tu veux, les personnes qui les ont créés. Ce qu'on n'a pas compris encore à l'heure actuelle, qui fait débat, c'est que les anciens textes, les plus anciens, on se pose la question si l'âme du défunt devait monter vers le cours ou descendre dans les entrailles du cours. Plus tard, si tu veux, au 2e millénaire, quand tu lis par exemple Gilgamesh, Enkidu et les enfers, Gilgamesh fait tomber, si tu veux, son jouet, qui était une boule et un maillet, il le fait tomber dans un trou. Or, ce trou, c'est un accès, si tu veux, pour le royaume des morts. Donc, il y a eu, si tu veux, apparemment au 2e millénaire, les Mésopotamiens se sont dit que finalement, les enfers, ça pouvait être en dessous. Et donc, c'est là que, si tu veux, le mot cours a plusieurs sens. Mais finalement, si tu raisonnes comme eux, le cours, c'est donc une montagne qui est éloignée, qui est un pays étranger et qui est potentiellement dangereux. Généralement, quand tu penses à la mort, c'est pas quelque chose d'agréable, quoi. Donc, c'est ce qui explique, si tu veux, cette subtilité dans la vision, on va dire, mésopotamienne de l'endroit où le défunt pouvait accéder. D'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tu as plusieurs façons de rejoindre, si tu veux, le royaume des morts. Donc, tu avais le cours, donc cette fameuse montagne, mais tu as aussi, donc, comme on l'a pu voir dans le mythe de Gilgamesh, à Uruk, tu as un accès, mais tu as aussi d'autres accès qui peuvent se faire. C'est-à-dire que le mort lambda pouvait très bien prendre le fleuve de Lubour, qui était le fleuve infernal, rejoindre la porte du Ganzer, comme a fait Inanna, passer les 7 portes et arriver ce qu'on appelle dans l'Irkala. C'est-à-dire l'Irkala, c'est la grande ville, si tu veux, la grande ville des enfers, où se trouvait la déesse Ereshkigal, qui donc régnait sur tout ça. Il faut bien imaginer les enfers mésopotamiens, non pas comme les enfers que nous avons à l'heure actuelle, qui sont finalement très calqués sur ce que nous a donné Dante Alighieri à l'époque de la Renaissance, avec sa Divine Comédie, c'est-à-dire tu as les enfers où tu as les âmes des méchants qui se retrouvent dans les flammes infernales, ensuite tu as le purgatoire et ensuite tu as donc le ciel des âmes qui ont fait des bonnes actions. Chez les Mésopotamiens, c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'avaient comme les Grecs, c'est-à-dire les enfers, c'est un lieu sombre, on va dire, poussiéreux, où l'âme du défunt, si tu veux, reproduit ce qu'elle a vécu donc dans sa vie passée. Et l'âme du défunt est très, très dépendante de ses enfants, de ses descendants. C'est-à-dire que si les enfants et les descendants ne faisaient pas régulièrement des dons de nourriture, des libations, ou même apporter par exemple des vêtements, eh bien l'âme du défunt pouvait revenir donc parmi les vivants pour essayer donc comme tu disais auparavant, de les hanter et de retrouver donc on va dire des dons qui lui seraient intéressants pour lui, quoi. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on t'a invité, je t'ai posé des questions sur l'espèce de symbole qui signifie le soleil ou l'étoile. Oui. Et Oui. j'avais marqué, mais sauf que moi, je l'ai rêvé, ce truc-là. À l'époque, je l'ai eu en rêve et on m'a donné dans mon rêve, on m'a donné une forme de gros bijou avec ça comme symbole. Mais on voyait la planète Terre au centre du rond, qui est ce que tu penses être le soleil ou l'étoile. Là. Je voyais ça comme ça. Puis dans ma tête, à moi, ça a fait comme... Et non, c'est bizarre, mais non seulement j'ai rêvé à ça, mais oui, exactement, Steve, c'est le symbole. Oui. En fait, ça représente l'étoile.
C'est une étoile ou un Steve, soleil? Steve peut peut-être lire donc l'explication du livre. Peut-être il va la retrouver assez facilement. Mais Oui. Donc, disque solaire, il s'agit d'un symbole du 2e millénaire avant Jésus-Christ, du dieu Shamash, qui figurait une étoile à 4 branches, d'où irradie des rayons de soleil. Ben c'est ça. Mais moi, ça me donnait l'impression que, en tout cas, c'est tout ce qui venait avec le rêve, puis qu'on me montre ça. C'est comme un médaillon qu'on me remettait, il y avait ça. Et il y avait un homme là-dedans, celui qui me l'a remis, c'était un barbu. Ça me rappelle tellement, mais tellement au personnage dans les Sumériens. Tout ça. Puis à un moment donné, outre ça, ça m'arrive souvent de faire des rêves prémonitoires ou avec très symboliques. Et dans celui que je vais vous raconter vite fait, là, c'est pas un rêve, lui, c'est une vision que j'ai eue. Quand mon beau-frère est décédé, on a senti qu'il y avait quelque chose tout près de nous et ça me disait clairement que c'était lui qui était là. Et on m'a envoyé, justement, en flash dans ma tête, une montagne, ce que tu appelles aussi le cours. Donc, et ça disait que c'est là. Il est là. Il se trouve là, dans la montagne. Et ça m'a fait tellement drôle de lire ça, ces genres de poèmes-là, et de retrouver ce symbole-là, en fait, ce texte-là. Puis ça m'amène aussi à te demander à Kazula, elle quitta en tout cas ça, là, elle descendit dans le cours. Elle se munit de ses 7 me. Je ne sais pas si c'est mais c'est des pouvoirs divins. Ben, c'est justement énergie, objet ou action divine qui permettent de la mise en place et de l'organisation des institutions sociales, les pratiques religieuses, les technologies, mais aussi des comportements, des mœurs et des conditions humaines de la civilisation sumérienne. Donc, je vais juste compléter la phrase du texte. Elle se munit de ses 7 me, elle rassembla le mi et les prit dans sa main, comme si elle prenait toutes ses énergies dans ses chakras. Elle le prit dans sa main. Avec le bon mi, elle s'en alla d'un pas alerte. Elle plaça sur sa tête le turban, la tiare de la steppe. Je trouve tellement... Elle saisit la perruque sur son front. Elle suspendit à son cou des petites pierres de la liste, ce que j'ai lu tantôt, et elle reprit sa poitrine. En tout cas, tout, ça fait tellement... Je vais chercher l'énergie puisée à l'intérieur de moi-même et je la prends dans ma main et je m'en vais d'un pas assuré. Quand tu le sais que tu es, quand tu connais vraiment qui tu es à l'intérieur de toi, tu comprends un peu que ça semble tellement les énergies, les 7 chakras, encore une fois, je me répète, mais ça sonne tellement un peu comme ça. Je suis quasiment convaincue que c'est ça. Puis malheureusement... Oui, tu dans un sens, c'est vrai que ce que tu dis, c'est les Inanna se préparent en rassemblant ces pouvoirs divins, donc qui sont 7, justement pour pouvoir être fin prête, donc pour faire son voyage. Ce qui est étonnant, c'est que sa sœur, donc Ereshkigal, quand elle va arriver devant le portier, donc qui est Neti, aux portes du Ganzer, il va lui dire, si tu veux arriver au royaume des morts, à chaque porte, tu devras enlever un pouvoir divin. Et donc, elle se retrouve nue quand elle arrive dans les enfers. Oui, oui. Donc, c'est comme si tu abandonnais tout, finalement. Tout ce qui t'appartient, quand tu vas dans le royaume des morts, ben, tu le perds. Donc, peut-être c'est une façon de symboliser, comme tu dis toi, l'énergie vitale que tu perds en mourant et que tu deviens autre chose. Tu peux avoir plusieurs interprétations de ces mythes, oui, c'est évident, quoi. Ou juste la séparation du matériel, que ce soit bien ou... Tout à fait, oui. Mais de toute façon, le mythe d'Inanna, donc de la descente aux enfers, c'est un rite d'initiation. Hein. On voit, il y a une préparation, on arrive
On arrive donc c'est un rite funéraire. Et comme disait Carole, il y a beaucoup de répétitions. Mais pourquoi il y a beaucoup de répétitions dans ce poème? C'est parce qu'à l'origine, ce poème n'était pas écrit. Il était chanté ou il était, si tu veux, oral. Donc c'est pour ça que tu retrouves toutes ces répétitions poèmes, quoi. On va devoir encore aller à la pause. Mais Caroline, que c'est intéressant. J'en reviens pas. Et ben restez là pour la suite. On revient. Vous écoutez CJMD 96.9, la radio de Lévis. Oui! J'allais mettre mon sac de chips aux poubelles. Mais là, j'ai dit, wow, les moteurs, mon petit cœur, ça va au bac bleu. Maintenant, tous les emballages se récupèrent. Plus besoin de trouver les mousses de petits numéros en dessous des contenants en plastique. On met tous les contenants au bac bleu. Puis ça tombe bien. On est mis up comme des taupes. Des emballages de bord temps. Puis palettes de chocolat. Les pots de yogourt, les capsules de café. Tous les contenants, emballages et imprimés. On a juste à rincer si besoin, puis allez hop, barbatruc dans le bac bleu. T'es drôle des fois, chérie. Resto Bar Grill. Quel endroit! Nouveau au Barbies Le Bourgneuf. On sert les déjeuners. Nous avons des nouveautés sur notre menu, comme des poutines déjeuner, repas avec viande fumée, club déjeuner et plus. Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition explosive. Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3000 $ en prix à gagner, plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Ici, on fait lever autre chose que le soleil. Gentleman Paradise vient saluer la belle au bois bandant. Informations et réservations sur gentlemanparadise.com. Fourmi Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Vous cherchez votre prochain véhicule? Chez Lévis Honda, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, mais toujours la même passion pour la qualité et le service. Découvrez plus d'une centaine de véhicules neufs et d'occasion en inventaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nouvelles options chaque semaine. La vôtre vous attend peut-être dès maintenant. Facile d'accès à seulement 10 minutes des ponts. Pas besoin d'aller loin pour trouver le véhicule idéal. 5035 rue Louis H. Lafontaine, Lévis, à 10 minutes des ponts. Lévis Honda, l'expérience qui fait la différence. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité, c'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Louis Galador. Isabelle, ce que tu entends, parce que là, toi, tu n'as pas le livre en main, tu ne l'as pas vu, tu sais pas trop, tu as de la misère à suivre, mais je te comprends. Mais j'ai bien l'intention parce que vraiment, là, moi, j'adore le sujet, là, présentement, aujourd'hui. Bien, c'est ça. Puis je te comprends d'avoir de la misère à suivre le sujet, mais c'est pour ça que je te disais à un moment donné dans le chat privé, sauve-toi pas, dans le fond, là, il reste parce que il y a des choses hyper intéressantes, parce qu'il y a des références. Tu sais, selon nos propres expériences, à toi et moi, mettons. Il y a énormément de liens qui se font, là. D'ailleurs, juste parce qu'on est des fois, on aime beaucoup l'aventure, un petit peu trop téméraire, moi puis Carole. Je l'ai emmené visiter ce conseil-là, parce qu'on les a vus, là. Et puis parmi un de ceux-là, il y a ce fameux grand barbu-là avec la grande soutane comme grise taupe, là. Mais vraiment, elle l'a vu. Comme on a vu la dame qui a défait sa chevelure, mon Dieu. Moi, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est Médusa, mais c'est pas elle. Mais je veux dire, ça l'a fait l'effet. C'était quelque chose, là. Oui, c'est justement... ça, c'est en fait, Louis, c'est une forme de sortie de corps voulue. Oui. C'est un test qu'on a fait. Puis ça a donné qu'on a vu ça, ces trucs-là, en plus. Mais ça me parle beaucoup de... Comme un peu, on parle des Atlantes dans le temps. On disait que c'était des magistes. Il n'y a pas vraiment d'écrit qui reste du temps de l'époque de l'Atlante. Mais les Sumériens, par contre, on en a, là. Parce que t'en as la preuve. Dans ce que vous avez apporté aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, là, ce qui parle des sept dons ou des sept... je me souviens plus du mot déjà. En fait, c'est notre divinité, en fait, c'est tout ça. Ben, si tu l'utilises comme il faut, puis en fait, tu es magiste. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que les Sumériens, à l'époque, étaient magistes au même titre que ce qu'on disait pour les Atlantes. Ça serait un peu une continuité. Moi, je ne peux pas faire autrement que de faire ce lien-là, là, dans le fond. Je veux juste revenir sur un fait, là, ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de précédent avant eux, là. Donc, tout ce qu'on pourrait présumer des Atlantes ou de ci ou de ça, ben, c'est des civilisations qui ont suivi par la suite et non pas avant eux. Possible. Justement, il n'y a pas c'est pas possible parce que dans les preuves physiques présentement, ben, il y a rien qui nous démontre que ça précède l'écriture cunéiforme ou les Sumériens. Donc, tout ce qu'on a de plus, qu'on parle de Shambhala et des trucs comme ça qui s'apparentent aussi au monde souterrain, ben, c'est tous des trucs, dans le fond, qui viennent de ces mythes-là, de ces poèmes-là, qui ont été transformés avec le temps, avec leur saveur, leur façon de voir les choses. Mais au bout de la ligne, on est toujours en train de parler des mêmes maudites affaires qui viennent de tout ça, là. Ben, en fait, Louis, justement, l'époque des Sumériens, rappelle-nous, ça date de quand? Le plus loin que vous avez pu trouver? Les premiers écrits sont autour de moins 3500 avant Jésus-Christ, en termes d'écrits. Ouais. Donc ça a 3500 avant Jésus-Christ, donc ça fait à peu près 5500 ans. Ouais. Ça fait 5500 ans pour ce qui est des premiers écrits, quoi. Bon, eux, ils étaient sûrement là avant, mais les premiers écrits qu'on a d'eux, ils sont de moins 3005 à peu près, quoi. Parce que c'est pas si vieux que ça, là. Ben non, justement, et donc c'est pour rebondir sur ce que dit Steve, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que
les civilisations ne sont pas sorties comme ça de leur chapeau, quoi. On voit bien qu'il y a, si tu veux, toujours il y a un fil directeur des civilisations. Par contre, c'est vrai que les premières écritures donc, sont apparues en Mésopotamie, notamment chez les Sumériens. Au départ, c'était pour des problèmes de comptabilité, parce que les premiers écrits qu'on a, donc les plus anciens, sont surtout des tablettes de comptables. Et au fur et à mesure, ça s'est sophistiqué et on a commencé à avoir de plus en plus de textes qui étaient religieux, etc., donc littéraires. Par contre, avant, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé d'autres formes d'écriture aussi sophistiquées. Bon, après, c'est ce que je dis toujours, le monde est si vieux que quand tu te rends compte, si tu veux, de tout ce qu'a fait les dégâts du temps sur 5000 ans, si tu as une civilisation qui est comme par exemple Göbekli Tepe, qui est soi-disant dans les alentours de moins 10 000, moins 12 000, on se rend compte que on n'a pas d'écrit. Par contre, on a ce monument qui est là et on ne sait pas qui l'a fait, ni comment, ni pourquoi, quoi. Et donc, c'est vrai qu'entre les premières pyramides et la civilisation mésopotamienne et Göbekli Tepe, on a un trou pratiquement de, on va dire, 5000 ans, quoi. Ouais, c'est pareil ici, dans mon cours d'histoire du 5e secondaire, on parlait justement depuis quand les Autochtones, les peuples, les natifs d'ici existaient, mais ça va jusqu'à 13 000 ans, là. De notre ère, 13 000 ans. Fait que je me dis, oui, il manque un bout, là. Oui, il y a des trous. De toute façon, l'histoire, quand tu commences à reculer dans le temps, c'est vrai qu'on a des trous, quoi. Ces trous, des fois, ne s'expliquent pas spécialement. Est-ce que c'était dû à des guerres, des civilisations qui se sont écroulées? Ou par exemple, bon, c'est vrai que nous, on a la chance avec les tablettes mésopotamiennes. Donc là, je regardais la dernière présentation de la syriologue Cécile Michel, qui disait qu'on avait à peu près 1 million de tablettes qui ont été retrouvées. Donc ça nous fait pas mal de textes à traduire. Mais si tu prends une civilisation qui écrit, par exemple, sur je sais pas moi, sur des matières qui sont plus biodégradables, t'as plus aucune chance de savoir qu'ils ont existé ou du moins quelle était leur culture, quoi. Ah, tout à fait. Bon point. Mais si on considère que les anciennes civilisations étaient des êtres un peu plus dimensionnels, probablement que leur moyen de communication était autre qu'un moyen physique pour laisser des traces et des choses comme ça. Ah oui, après, nous, on se base, je veux dire, quand on fait des recherches, etc., nous, on se base sur du matériel concret et qu'on peut, je veux dire, qu'on peut utiliser. Je veux dire, c'est clair que si demain, nous, on utilise, tu vois, par exemple, la radio, et pour X raisons, notre civilisation s'écroule et que dans 10 000 ans, il y a une nouvelle civilisation qui apparaît, mais qui ne connaît pas, on va dire, l'existence des ondes, ils ne comprendront jamais, ils ne trouveront jamais la possibilité de pouvoir retrouver tout ça, quoi. Donc oui, évidemment, si tu avais une civilisation dans un passé lointain qui utilisait un moyen de communication qu'on a perdu aujourd'hui, tu ne pourras jamais le trouver, quoi. Exact. Du moins, pas dans l'immédiat. Peut-être dans un futur, mais pas dans l'immédiat, quoi. J'ai une question qui me turlupine, parce qu'on parle de Sumériens, d'Assyriens, avec Zacharias Sitchin, on a eu beaucoup l'emphase sur l'Anunnaki, mais juste démêler Assyriens puis Sumériens, ce que moi j'en interprète, c'est que la civilisation était sumérienne, mais ceux qui ont rapporté la civilisation des Sumériens, c'est des Assyriens. Donc, c'est pas les Sumériens directement qui rapportent leurs choses, c'est une autre civilisation qui les rapporte. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que donc les Sumériens, ils ont eu donc leur civilisation, etc. Donc on a des écrits d'eux. Donc moi, je travaille généralement sur des textes qui sont, on va dire, entre 2000, 2100 et on va dire la période paléo-babylonienne qui peut arriver jusqu'à 1006, moins 1006 à peu près. Donc, si tu veux, c'est ce que je t'expliquais au départ, c'est-à-dire que les Sumériens avaient à côté d'eux les Akkadiens. Et donc, on parle généralement de culture suméro-akkadienne. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement proches les uns des autres que, si tu veux, leur civilisation s'est mélangée. Il y a des mots sumériens qui ont été dans l'akkadien. Et si tu veux, la civilisation sumérienne s'est écroulée vers moins 2000 avant Jésus-Christ, leur culture a survécu grâce aux scribes babyloniens, notamment, dans un premier temps, qui, en recopiant, si tu veux, tous ces mythes, tous ces textes,
que ce soit donc en langue sumérienne ou en langue babylonienne, nous ont permis de retrouver donc tous ces passages, tous ces textes. Donc la civilisation sumérienne donc, a disparu officiellement en moins 2000 avant Jésus-Christ, mais la culture sumérienne, si tu veux, a survécu jusque, on va dire, au premier millénaire. Et ça, grâce aux scribes qui étaient donc bilingues. Et ça a été pour nous, c'est ce qui a d'ailleurs permis, tu veux, aux assyriologues de traduire le sumérien, grâce notamment à ces tablettes bilingues, voire parfois même trilingues, quoi. Ça me fait penser, justement, dans le temps de Moïse, comme les écrits, c'était sur une tablette, les 10 commandements, des choses comme ça. C'est une forme, dans quelle langue ça a été écrit, ça, justement, la tablette? Tout à fait. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Thomas Romer du Collège de France avait notamment parlé de ça. C'est-à-dire que les tablettes de Moïse ne sont pas faites sur du papyrus, elles sont faites sur des tablettes comme les tablettes mésopotamiennes. Donc c'est intéressant de voir ça aussi, ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, Carole, tu sais, si tu commences à étudier l'Ancien Testament et, si tu veux, les écrits mésopotamiens ou même, je veux dire, les écrits égyptiens, le fait que les Hébreux se sont un peu baladés dans toute cette région, tu vas retrouver, on va dire, des points, des similitudes. Si on reprend, comme disait Steve tout à l'heure, en termes de numérologie, donc on a parlé du chiffre 7, mais il y a d'autres chiffres qui reviennent dans le mythe d'Inanna et la descente des enfers. Par exemple, donc Inanna va descendre dans les enfers, elle va vouloir prendre, si tu veux, le royaume des morts. Sa sœur va se rebeller et elle va transformer Inanna comme un cadavre, un morceau de viande qu'elle va accrocher à un crochet. Donc, Inanna va ressusciter grâce notamment à l'aide d'Enki, qui va donc lui fournir, on va dire, la plante de vie et l'eau de vie, que va ramener deux êtres qu'Enki aura créés à partir de la crasse de ses ongles, qui sont notamment le Galotura et le Kurgara. Donc ces deux entités-là vont passer du royaume des vivants vers le mort et réussir à ressusciter, si tu veux, Inanna, la déesse d'Inanna. Or, le nombre de jours qu'Inanna est restée donc, dans le royaume des morts, c'est 3 jours. Donc 3 jours, si tu te rappelles bien, c'est un peu, si tu veux, la résurrection du Christ. C'est aussi un 3 jours. Plein, ça. Exactement. Plein, ça, j'ai pensé. Tu vois, donc on retrouve... dans le mythe d'Inanna, tu as aussi le Dumuzi. Dumuzi, donc lui aussi, va descendre dans les enfers pendant 6 mois et va remonter après parmi le royaume des vivants quand sa sœur prendra sa place. Donc, si tu veux, ça explique, si tu veux, les saisons. D'accord? Donc, or, ce qui est étonnant, c'est que Dumuzi, c'est le dieu berger. Et donc, généralement, Jésus, c'est aussi considéré comme un berger. Donc, tu te rends compte, tu as beaucoup de liens qui se font entre, si tu veux, les textes bibliques et la culture mésopotamienne. C'est donc pour ça que tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament ou même le Nouveau si tu n'as pas des bases, on va dire, en termes de culture mésopotamienne, quoi. L'histoire se répète, c'est étrange. Ah oui, l'histoire se répète. Ça a été écrit en se fondant justement sur les anciennes écrits mésopotamiennes. Je trouve ça étrange. Il y a un autre fait étrange aussi que j'ai trouvé dans ton livre. En fait, c'est à la page 40 où tu vois qu'une personne, une mouche s'adressa à Inanna. Moi, si je révèle là où ton homme, ou là où est ton homme, que sera mon cadeau? La mouche lui demande ça. Donc, cette personne-là parle à une mouche. Ça me fait penser aux fables du renard et du corbeau. Exact. Alors là, oui, c'est exactement ça, Carole. Tu sais que tu avais des on va dire, comment on pourrait dire ça? Oui, on va appeler ça des fables. Donc les Mésopotamiens étaient très friands aussi des fables, un peu ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui les fables de La Fontaine. Et justement, ici on retrouve la mouche qui donc va expliquer à Inanna où se trouve donc Dumuzi, parce que Dumuzi, quand Inanna est remontée des enfers, les Anunnaki des enfers, ils ont fait « Ok, tu remontes sur Terre, mais tu remontes pas comme ça, il faut que quelqu'un prenne ta place, parce que c'est la loi des enfers. »
Donc Inanna va se déplacer dans la Mésopotamie, dans le royaume de Sumer, et voir si les gens l'ont pleuré quand elle était dans les enfers. Donc elle va se déplacer de ville en ville, et donc elle se rend compte que les gens l'ont pleuré, ses proches l'ont pleuré, sauf une personne, son amant, Dumuzi, qui était bien tranquille, en train de profiter donc des joies de son palais. Et donc c'est là qu'elle va dire aux démons, prenez cette divinité et emmenez-la dans les enfers. Et donc Dumuzi va essayer de s'échapper, et c'est notamment cette mouche qui va, entre guillemets, le balancer, quoi. Et on pense que, donc, évidemment, Il s'est fait moucharder. Il s'est fait moucharder, c'est le cas de le dire. Et c'est peut-être aussi une façon d'expliquer pourquoi les mouches ont toujours eu un peu cette connotation un peu d'animaux un peu, on va dire, négatifs, quoi. Il y a un lien, voilà, avec les morts, parce que c'est vrai que les mouches, je les retrouve sur les cadavres. Ah ben oui. Donc c'est peut-être une façon aussi d'expliquer, tu vois, cet aspect négatif de cet animal pour la vision des Mésopotamiens, quoi. C'est comme on dit aussi, sont où les toilettes? Ben va où les mouches, tu vas en trouver tout de suite. Exact. Les mauvaises odeurs, quoi. Tu allais dire quelque chose, Steve? Oui, c'est parce que ça me fait penser à l'époque de 2016-2017, quand on voyait passer certaines vidéos Q, Trump, où on voyait certains personnages avec une mouche qui se promène devant son visage. Ben, il y a eu des personnages, c'est des gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, là, rendus en 2025, là. Mais à l'époque, on les présentait des fois dans les médias, puis on dirait que ça passait totalement transparent. Les gens s'en rendaient pas compte, mais c'est des images qui ont passé à CNN, où ce que tu vois le dignitaire qui est en train de parler, un dignitaire américain de l'armée ou voyons, comment on appelle ça? En tout cas, dans leur politique, mais tu le vois dans la vidéo qu'il y a une mouche qui se promène sur le visage de la personne qui parle, puis elle ne semble pas réagir. Ça donne l'impression comme si ça a été rajouté, genre par intelligence artificielle, mais c'est bizarre qu'on revient sur ce sujet-là de mouche. Oui, quand même. Oui. Et puis on parle de mouchardé, quand il y a un petit peu trop de liens, des fois, là, on dirait que ça laisse entendre autre chose à ces vidéos-là et non pas ce qu'on nous a bullshité un petit peu sur les réseaux sociaux, là. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la mouche, donc, quand tu penses donc c'est un animal qui est lié d'une manière ou d'une autre aux enfers. Je veux dire, nous, après, dans notre culture, on va dire plutôt judéo-chrétienne, c'est vrai qu'on l'a associé à la putréfaction, mais aussi à Satan. Mm-hmm. Tu sais, mais en réalité, tu te rends compte que déjà les Mésopotamiens, ils avaient déjà cette idée-là de lier la mouche aux morts, probablement parce que la mouche, tu la retrouves là où il y a des mauvaises odeurs, là où il y a des cadavres, etc., quoi. En tout cas, moi, si on me voit parler de mouche, je pense qu'aujourd'hui, on me risque de me mettre une camisole ou ce que j'ai les mains attachées par derrière. Ça dépend où ce que tu es. Si tu es à Montréal, probablement. Non. Ah oui, c'est ça. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Ils vont te sortir un drapeau arc-en-ciel puis ils vont te mettre ça. On va s'agrapper. Donc, il y a aussi dans un texte que tu écris toi-même, puis l'auteur nous décrit les poursuivants comme des créatures mythologiques qui ne sont ni des humains ni divines. Et dans cette unité, la représentation des galas comme des êtres démoniaques de l'au-delà des proches, de celles que nous retrouvons dans les mythes de la descente d'Inanna aux enfers. La deuxième unité présente le... En tout cas, bref, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les petits gris. Non, les galas, en fin de compte, c'est ni plus ni moins que des entités qui vivent dans les enfers, qui ont aussi la possibilité de, comme tu as pu le voir, de traverser ces dimensions, c'est-à-dire la dimension des morts, mais ils peuvent aussi aller chez les vivants pour aller les capturer et les ramener dans les enfers. Donc ce sont des entités finalement qui arrivent à faire ce passage de dimension, c'est assez étonnant. Et on nous les décrit de plusieurs façons donc dans les mythes que tu as dans ce livre. On nous dit que par exemple ils sont là depuis la nuit des temps. On nous dit que les galas, donc les démons, ne mangent pas comme nous, ne boivent pas comme nous. Ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. Donc tu vois, ils arrivent aussi à avoir des pouvoirs que nous n'avons pas.
C'est vraiment une entité qui est à part. Et tu te rends compte que finalement, encore une fois, ces démons-là ont servi de terreau pour ce qu'on a retrouvé, nous, dans les écrits de judéo-chrétiens, quoi. Ben, ça me rappelle un peu, comme tu dis, Steve, ça ressemble à des petits gris ou des trucs, des êtres. Abduction, ufologie, oui, exactement. des petites bébites qui font des expériences sur l'humain. Ça ressemble pas mal à ce qui est décrit dans les galas, parce que les gars-là se permettaient de torturer sans avoir vraiment d'émotion ou de scrupules, parce que c'est leur travail, ça fait partie de leur vie, tout simplement. Tout à fait. C'est une description similaire que je peux faire au petit gris, là. On parle Ah oui, ok, dans ce sens-là. Ah oui, oui, je comprends mieux le lien que tu veux faire. Oui, oui, je comprends. Oui. En gros, tu sous-entends que, par exemple, le comportement des gars-là qui ont une mission à accomplir, ils le font froidement, comme pourrait le faire, par exemple, un petit gris sur des expériences humaines. C'est bien ce que tu veux dire. Exactement. Ben, parce que pour moi, là, j'ai plus l'impression que les petits gris et toute l'ufologie, c'est juste un rebranding, un changement de nom de quelque chose qui a toujours été là, mais pour l'apporter à nouveau à l'humanité, on a tout changé les noms. Un peu comme d'une civilisation à l'autre, que certaines déesses ont plusieurs noms, dépendamment de la civilisation, mais on fait référence toujours à la même déesse. Mais j'ai plutôt l'impression que ces démons-là, ces galas-là, et ces petits gris-là, qui sont des galas, dans le fond, sont notre ufologie d'aujourd'hui, qu'on parle de petits gris et de grands blonds et de patentes comme ça, qui, selon les capacités d'Inky, Enlil et tout ça, ben, ils peuvent créer du n'importe quoi à partir du n'importe quoi, là. Oui, tout à fait. Oui, donc, honnêtement, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais je comprends le parallèle que tu veux faire. Et oui, c'est assez intéressant comme point de vue. Parce que, comme tu le dis très bien, donc les écrits, et ça, tu le vois dans ce livre, tu vois bien l'évolution de certaines histoires en fonction de l'époque. Et donc, parfois, donc si on prend par exemple, je pense que ça a dû aussi te marquer, quand Dumuzi demande donc à Utu, qui est le dieu soleil, de lui venir en aide pour échapper. Exactement. Donc un coup, selon les versions des récits, il va le transformer en une sorte de dragon, pour s'échapper des démons. Un autre coup, il va le transformer en gazelle. Dans une autre version, il va le transformer en chevreau. Donc tu vois bien qu'il y a eu une évolution en fonction des différentes époques et des différentes cultures. Ouais. Il y a des réécritures qui se font des textes. Et donc on s'éloigne petit à petit du texte original qui était donc la descente d'Inanna aux enfers. Donc c'est, oui, après ce que tu dis toi, peut-être que, oui, il y a peut-être finalement, quand tu parles de petits gris, entre guillemets, c'est un peu, on va dire, nos mythes modernes, quoi. On peut voir ça aussi comme ça, quoi. Oui, ça me rappelle aussi les musulmans qui, pour eux, le diable, ils appellent ça des djinns, mais c'est leur définition du diable, mais qu'en fait, ça a une toute ressemblance à des petits gris. Ben, on parle toujours des mêmes points de référence. Je peux qu'on s'approche de la pause en plus. C'est ça. Justement, on va aller à la pause, puis on va terminer l'émission dans quelques instants avec... Vraiment, c'est tellement intéressant aujourd'hui. Donc, restez là pour la suite. On revient tout de suite après. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. Chez Club Voyage Montmagny et Saint-Jean-Chrysostome, on vous fait voyager partout dans le monde. On s'occupe de nos clients, on répond au téléphone et surtout, on n'est pas plus cher qu'Internet. Sud, Europe, croisière, vous avez une idée? Nous avons les contacts. Appelez-nous dès maintenant au 88 834 3434. Vous devez clôturer votre terrain ou votre piscine? Appelez les numéros 1 à Québec. Clôture Terrien. Pour l'intimité ou la sécurité, ils installent tous les types de clôtures. Installation clé en main, meilleur service et le meilleur prix. Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. Lundi ou vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis.
Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition explosive. Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3000 $ en prix à gagner, plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Entrepreneurs, écoutez bien. Pour vos boîtes, c'est Boîtes et Emballages Québec. On fait un carton avec le carton. Vous vendez en ligne? Si vous ne faites pas affaire avec Boîtes et Emballages Québec, vous payez trop cher. Unique dans la région, ils offrent une panoplie de boîtes de carton usagées à une fraction du prix des neuves, mais de grande qualité. Pas de shipping sans Boîtes et Emballages Québec. Pas de déménagement sans eux aussi. Surtout pour les déménageurs professionnels. Boîte et Emballage Québec.com. Fourmis Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur GoConsigne.com. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagements paysagers de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité, c'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Fourmis, à bas. Fourmis, à bas. Fourmis, en vrai, que ce soit pour des fourmis ou n'importe quel autre problème d'insectes ou de rongeurs, tu veux les meilleurs. Plus de 7 ans gagnant choix du consommateur. Plus de 1000 avis en ligne à travers le Québec. Si tu doutes encore, ben c'est que t'aimes le risque. Un problème? À bas. Le choix logique est sûr. abatextermination.ca ou 666-6667 666-6667. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour la finale de l'émission, déjà. Ça passe vite en tabarouette. En fait, on disait quoi avant la pause? Parce que il me semble que j'avais... On parlait de petits gris, puis des galas, puis bon... Oui, ben regarde, l'image qu'on voit ici, là, justement, le hibou, c'est ça, je suis en train de montrer la bonne place. On voit le hibou, mais pas la mythologie, mais dans la mentalité ufologique, le hibou représente le gala ou les petits gris. C'est bizarre, hein? Ouais, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, ça représente, pour certains, c'est comme un symbole. Objection. Oui, votre honneur. Objection. Il y a pas, comment il s'appelle dans la gang qui faisait des rituels devant un grand hibou aux États-Unis? Sinon, Ben, c'est le hibou qui est représenté avec le trafic. Oui, exactement. Trafic Mais humain. c'est parce que aussi, il représente aussi la connaissance du côté grec.
parce qu'on a un hibou aussi. Mais le hibou représente beaucoup de choses dans. Je suis sûr que si on gratte un petit peu plus, on va peut-être revenir toujours au même point de ce que nous est présenté du côté sumérien. Là. Ouais. Mais là, hibou, chez nous. Moi, j'ai une chouette qui est venue superviser ma mère pendant des mois, presque toute la saison d'hiver. Pas d'accord, ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis je suis pas d'accord. Ouais. Elle est venue tenir compagnie. C'est pas n'importe quoi, là. Ça l'a changé, ma mère, pour le mieux. Fait on peut dire n'importe quoi, là, mais moi je sais que comme cet on dit dans le... Cet oiseau-là était une présence pour elle. Oiseau ou pas, on s'en fout. Ça lui a fait du bien. Ça l'a aidé. Ben, comme dirait un prêtre. Pour moi, c'est l'aigle. La pigargue, l'aigle, c'est des oiseaux rapaces qui mangent des rongeurs. Ils mangent ton chat et un chien qui traîne. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme ça a une autre signification spirituellement parlant. Pour les Autochtones, en tout cas. Sinon, un prêtre te dirait les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais, ben oui. Je ne sais jamais par où ils vont arriver. Là. Ça peut être un symbole d'un hibou qui arrive à côté. Ça peut être n'importe quoi. Là. Parce que dans le fond, Louis, c'est justement l'image. Est-ce que tu peux m'expliquer justement c'est quoi l'image? Le sceptre. Oups, je suis en train d'échapper ce que j'avais mis. Marque-page. Merde. En tout cas, c'est pas grave. Justement, l'image de la couverture, peux-tu me l'expliquer? L'image de la couverture, c'est tiré donc d'une plaque qu'on a retrouvée. Donc, les assyriologues l'ont appelée la reine de la nuit. Malheureusement, on ne sait pas à quelle divinité elle fait référence parce qu'il n'y a pas d'écrit. Donc, certains vont dire que c'est la déesse Inanna, donc vont dire que c'est la déesse Ereshkigal. Et puis d'autres vont te dire tout simplement que c'est une entité encore à part dont on ne sait pas trop à quoi elle fait référence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une divinité qui est liée, on va dire d'une manière ou d'une autre, à tout ce qui est attrait, on va dire, au monde de la nuit. Donc probablement aussi les enfers, vu tout comme tu disais, il y a cette histoire de chouette à côté. Il y a aussi un peu, si tu regardes bien, les pattes de cette entité-là, qui est assez étrange, qu'on ne retrouve pas généralement dans les représentations des Anunnaki. Donc, c'est un peu une entité ambiguë qui pose pas mal de problèmes, mais qui quand même fait bien référence, on va dire, je te dis, au monde de la nuit, des enfers. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi comme couverture pour ce livre. Mais ça peut aussi être le monde des songes, là. Ah, tout à fait. Alors oui, aussi, oui. Bah, de toute façon, le monde des songes chez les Mésopotamiens, c'était quelque chose d'important. Ils y croyaient dur comme fer. D'ailleurs, il y a le poème qui s'appelle Le rêve de Dumuzi dans ce livre qui te raconte que le dieu Dumuzi fait un rêve. Il sent bien que c'est quelque chose de grave qui va se passer. Il va voir sa sœur Nyashtinana, qui elle est une divinité spécialisée dans l'interprétation des rêves, et qui va lui raconter que finalement, c'est bien les gars-là qui vont arriver, qui vont l'attraper, qui vont l'emmener dans les enfers. Donc eux, ils y croyaient dur comme fer. Oui. C'est drôle parce qu'elle me rappelle vraiment, comme tantôt tu disais, qu'est-ce que tu disais tantôt, justement, Isabelle, les cheveux. Ça me fait penser comme, c'est des tresses, mais on dirait serpent, des ailes d'un ange en même temps. C'est comme si elle vient d'en haut, ça lui permet de monter, revenir. Ça me fait penser à ça. Ces êtres-là ont la capacité de voler dans le ciel et de revenir sur Terre. Ou quelque chose dans ce style-là. Oui, Steve. J'aimerais pousser encore plus loin l'audace de faire des parallèles. Ah oui, donc parce comme que, ça, on parle souvent à zone parallèle des sujets, la dimension éthérique, le monde astral. Oui. Le monde mental, le supramental, tout ça, tous ces sujets-là. Si on se rapporte un peu à ce qu'on entend aujourd'hui comme discours, je spécule que les Sumériens nous ont apporté le monde astral et qu'eux-mêmes viennent du monde éthérique. Mais ils sont en pleine descente. Disons que, alors, ce qui est étonnant, c'est que
quand tu étais malade, par exemple, tu avais à ton chevet, tu avais donc un docteur, une personne qui est censée soigner ton corps, mais à côté de lui, tu avais donc une sorte de spécialiste, on va dire, qui Sur le devait corps essayer astral. Ouais, exact, qui devait essayer de comprendre pourquoi telle divinité t'avait rendu aussi malade. Il devait comprendre donc les raisons et ensuite trouver, on va dire, les bonnes formules donc magiques pour essayer de te mettre sur pied, quoi. Donc il y avait deux optiques. Pour eux, ça allait de pair, si tu veux, le corps et l'esprit. Et donc il y avait deux personnes à ton chevet qui géraient donc ces deux parties, donc ces deux dimensions, on va dire encore une nouvelle fois, que nous aujourd'hui on a un peu perdu, quoi. Je veux dire, nous, Ça a été la remplacé médecine. par le médecin et le curé. Oui, alors oui, Incroyable. aussi, oui. C'était à l'époque, donc, si tu veux, la personne, donc Lassipous, qu'on appelait, qui lui s'occupait de tout l'aspect, on va dire, comme dit Steve, astral. Il passait par les temples, hein. Donc, je veux dire, les connaissances qu'il avait, il passait donc, on va dire, des étapes, un cursus scolaire spécialisé dans l'étude, on va dire, de l'âme et donc du contact avec les dieux pour comprendre les signes et pour pouvoir les interpréter et trouver le remède qui convient, quoi. C'était toute une science qui était leur, quoi. C'est une façon de dire qu'ils ont passé des épreuves pour être en mesure de sortir avec leur corps astral et d'aller consulter directement les divinités qui s'y trouvent. Mais disons que dans leur tête, si toi tu étais malade, c'est que tu avais offensé une divinité à la base. C'est une certitude. Oui, dis-moi. C'est parce que dans les choses qu'on parle, souvent, c'est certains alignements planétaires et d'étoiles, les astres qu'on a dans le ciel qui vont provoquer un changement énergétique dans certains types d'êtres qui sont nés à partir de telle date, supposons, les cancers et ainsi de suite. Ça, c'est du langage d'aujourd'hui, mais le langage d'hier, ça fait référence exactement aux mêmes patentes. Nos signes astrologiques font référence à l'entrée et à la sortie de certains planètes qui sont en réalité des astres qui ont déjà été décrits par les Sumériens eux-mêmes. Fait que, tu sais, d'une façon qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est en train de toujours parler des mêmes choses, mais qui ont été dilapidées à travers le temps, mais que finalement, la référence est bel et bien réelle et non pas aussi superflue qu'on peut le croire de lire notre astrologie dans le journal. Ah non, tout à fait, mais tu as tout à fait raison. Dans le monde mésopotamien, donc on n'a pas trop d'écrits sumériens peut-être parce que c'est plus ancien qu'on a eu du mal, mais par contre, on a comment on pourrait appeler ça, des guides, ou si tu veux, des manuels qui t'expliquent, donc surtout entre le fin du 2e millénaire et début du 1er millénaire avant notre ère. Donc ces guides-là sont censés expliquer donc aux mages qui étaient proches du roi qu'est-ce qui se passait à tel moment et par exemple, si tu avais un alignement de telle et telle, comme tu dis toi, de planètes, ou s'il y avait, par exemple, une pleine lune spécifique, ou etc., ou une éclipse, ils savaient parfaitement que ça correspondait à tel événement qui allait arriver. Et donc, en fonction de ça, donc, tu avais le roi du royaume devait appliquer telle et telle mesure pour pouvoir essayer de contrer ce qui allait arriver, quoi. Comment on fait, en fait, Louis, si on veut se procurer ton livre? Parce que sûrement qu'il est disponible sur Amazon. Tout à fait, oui. Ouais. Je répète le titre, Mythes et rites des enfers sumériens, volume 1. Steve, tu avais en main les autres livres aussi de Louis. Est-ce que Ils sont hyper intéressants aussi. Oui, très. Tu peux dire les titres? Parce qu'on les voit. Les aventures sumériennes de Gilgamesh, dictionnaire des divinités et des symboles de la Mésopotamie. Et
c'était déjà la nouvelle édition parce que tu avais déjà une édition antérieure à celle-ci. Il y a des choses qui se sont rajoutées. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça a été l'update, il a été fait quand j'ai fini mon cursus, on va dire, universitaire, parce que j'ai eu accès donc à un peu plus de sources. Et donc, j'ai voulu refaire, si tu veux, un update sur ce document. En termes de livres, je dois être à mon septième ouvrage. Donc, et tu dois avoir la liste d'ailleurs dans les premières pages. Donc, c'est le thème. Tu vois, le thème, c'est toujours le même. Hein. Mon fil conducteur, c'est toujours de prendre des tablettes, les traduire en français et ensuite faire une explication, on va dire, mythologique et historique. C'est toujours un peu, tu retrouves toujours ce mode de structure dans mes bouquins, quoi. Donc, si je prends le temps de lire toute la bibliographie, Enlil et le roi des dieux, Enouma Elish, la Genèse babylonienne, Dictionnaire illustré des divinités et des symboles de Mésopotamie, c'est celui-là que j'ai montré. Les aventures sumériennes de Gilgamesh, Mythe des origines de la littérature sumérienne, Ninurta, portrait d'un dieu mésopotamien. Donc, oui, excuse. Non, vas-y. Outre l'effet que ça a l'air de sujet pour un télo, vous comprenez à quel point, finalement, la dimension est beaucoup plus grande que ce qu'on peut en juger au premier regard. Ça va très, très loin quand on s'intéresse au sujet de numérologie, des astres. C'est fou comment que ça devient du bonbon lire ces poèmes-là parce qu'on en comprend un peu plus le sens et non pas juste de lire de façon littéraire ce qui est écrit. Moi, c'est ça qui me fait capoter à chaque fois. Oui, et on fait des liens. C'est fou, là. Et ce qui est bien, ce que disait Carole d'ailleurs, qui était très juste, c'est que donc ces livres que j'ai voulu écrire, c'est justement essayer de donner accès à un plus large public. De part, donc, si tu veux, tu as la traduction brute, mais derrière, donc, tu as les explications. Mais ce qui est intéressant, c'est comme disait Carole, c'est que finalement, et ça c'est voulu aussi d'une certaine façon quand le scribe l'a écrit, c'est que tu as plusieurs lectures dans ton poème. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu peux avoir plusieurs interprétations du même poème. Mais ça, c'est voulu. C'est que le scribe, quand il a écrit ça, il avait plusieurs plans, si tu veux, dans le fait de vouloir expliquer tout ça. Donc, tu as une partie mythologique, mais tu auras aussi une partie historique. Et puis après, en fonction des sensibilités de certaines personnes, pourquoi pas de chercheurs, tu vas peut-être plus t'axer sur une interprétation ou peut-être faire des études plus précises sur la numérologie, sur la démonologie ou tout simplement sur l'histoire, quoi. Seigneur, en tout cas, pour ceux qui ont manqué cette belle émission-là, je peux vous garantir que dans peu de temps, on va avoir le podcast qui sera disponible. Parce que je sais qu'il y a des gens en France qui ont de la difficulté à nous écouter parce que si vous n'avez pas un VPN. Le VPN, exactement. Oui. Il y en a beaucoup. Parce que les médias d'un autre monde que la France ou que nous, c'est la même chose. Il y a des choses qui ne rentrent pas au Canada, c'est la même chose. On essaie de censurer les bases, les médias d'un autre pays. Puis je trouve ça très malheureux, mais par contre, il va y avoir les podcasts qui vont être disponibles. Je pense que ça, vous auriez peut-être moins de misère à l'écouter. Mais ça vaut vraiment le détour à écouter ce genre d'émission-là aujourd'hui parce que ça répond à bien des questionnements qu'on a. Puis je me dis que, tu sais, ça crée des étincelles que tu as allumé des cloches. Plus ça va, plus je te lis. Louis, c'est plus je vois comme Steve. Il y a des liens à quelque part. Et je comprends là pourquoi l'autre auteur que tu mentionnais aussi. Zacharias Etchin. C'est ça que lui, là, c'était c'est ça, puis c'est ça. Juste ça. C'est pas juste. C'était comme à l'époque d'introduire le sujet ufologique pour faire planer le terrain pour le changement de nom de justement ces gars-là pour en venir à des Anunnaki, à des petits gris, et après ça, avec du Jimmy Gueux, qu'on est arrivé avec des Hébéens. Et, on dirait que ça a suivi une historique pour nous amener toujours en gardant la structure de ce que c'est, des démons,
mais en changeant l'habit qu'on leur met pour les faire passer maintenant pour des petits gris qui font des abductions et patati patata. Mais tu sais, au bout de la ligne, on a encore affaire à des bébites qu'on peut plus communément les appeler démons et non pas extraterrestres ou patentes de même. Moi, c'est ça l'optique que je garde. Oui, mais je comprends quand même certaines personnes qui vont tout de suite faire... ils vont faire 1+1 pour eux, c'est ça. C'est pas plus autre chose que ça. Probablement d'avoir un être humain avec une tête d'aigle ou avec au niveau de conversation qu'on a, ça faut être vraiment poussé, là, mais en tout cas, j'ai fait mes recherches pour en conclure cette partie-là. J'endosse mes paroles, personne n'est obligé de me suivre, par contre. Oui, non, ben c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, je me dis que je comprends certaines personnes de faire le lien entre tout ça, puis de suite mettre, c'est ça, on le voit bien, c'est clair que c'est ça. Ils faisaient des expériences avec des animaux, puis ils mettaient une tête d'animal sur un homme ou, tu sais, pas parce que tu as une image que c'est ça que ça veut dire. Il y a une... Non, c'est une interprétation. C'est ça, interprétation, signification différente, en fait. Mais là, je suis contente. Oui. Je suis contente qu'aujourd'hui, tu as parlé justement des dimensions parallèles. Et c'est vraiment, vraiment ça. Moi, ça me parle. Ça me parle vraiment beaucoup. Le fait que ça soit à travers les dimensions, parce que je le capte encore plus. Maintenant, je le capte encore plus. C'est vraiment intéressant. Fait que je peux pas... Oui, c'est ça. Et merci beaucoup, Louis Galador. Encore une fois, une autre émission palpitante et très intéressante où on en apprend. Et ça, j'aime ça. Justement, quand on ne parle pas dans le vide, on sait qu'il y a des choses qu'on comprend. Puis qu'on finit par, je ne sais pas, comme tu as remarqué, il y a des trucs que tu écris, tu as ta mentalité, tu as ta façon de voir les choses et on amène une autre version un petit peu différente, mais qui c'est pas mauvais non plus, je pense, en tout cas. C'est Pas du bel tout. échange. Non. Pas du tout, Carole. C'est justement, c'est un peu le but de faire ces livres-là. Le but, c'est de donner une matière brute, le plus proche de ce qu'avaient écrit les scribes. Ouais. Et après, derrière, tu as des gens qui vont pouvoir faire, si tu veux, d'autres études derrière, ou d'autres, comme tu dis toi, interprétations. Mais le but, c'est de donner une information la plus précise de ce qu'avait voulu écrire le scribe. Voilà. Et après, chacun de voir ce qu'il veut voir et puis de faire ses propres études et analyses, quoi. Comme tu l'as dit toi-même, il y avait des optiques que moi, en tant qu'épigraphiste, jamais j'y aurais pensé, quoi. Ah ben c'est le fun. Ça fait une belle... Pour ça, c'en est plusieurs. Oui, c'est ça. Ben merci 1000 fois. Et on doit terminer l'émission ici, mais restez là parce que c'est l'émission de la Zone Insolite avec Jeff Benoît. Justement, il va parler des rêves. C'est drôle parce que dans ton livre, c'est comme une belle suite à l'émission, exact. En fait. Belle transition. Oui, c'est ça, c'est une belle transition. Donc, merci d'avoir été là et merci à vous tous, chers auditeurs. Merci Steve, merci Isabelle. Merci. Simplement, merci. Donc, bonne semaine à tous. Nous autres, on se retrouve de l'autre côté de la pause avec Jeff Benoît. Et sinon, pour Zone Parallèle, ça sera la semaine prochaine. Bon retour. Merci beaucoup à vous tous. Bye. Merci, Louis. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit.